Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Au-delà des tatamis, un podcast présenté par la VLB Team où l'on parlera du jiu-jitsu brésilien, des enfants et de l'impact social. Au fil de nos podcasts, on explorera l'impact profond que le sport peut avoir dans les communautés en offrant à nos plus jeunes des outils pour naviguer dans les défis de la vie. Alors si vous êtes prêts à découvrir comment la pratique du jiu-jitsu brésilien se transforme en une véritable force positive dans la vie des enfants, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous pour des récits inspirants avec nos différents invités qui nous partageront leurs expériences, leurs secrets et surtout leurs passions. Allez, c'est parti. Bon, on se retrouve alors pour ce 5e épisode de Au-delà des tatamis et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec Kader. Kader, donc dans le jiu-jitsu, on s'appelle tous par le nom de nos clubs, donc Kader, Spirit, Fontenay. Kader, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Bienvenue. En tout cas, c'est vraiment un plaisir pour nous et encore plus parce que dans nos podcasts, on parle de jiu-jitsu brésilien, on parle des enfants et on parle de l'impact social. Je pense qu'on n'aurait pas pu avoir un profil qui correspond plus à tout ça. Ah, c'est gentil. Ouais, franchement. Et puis surtout, quand je t'ai proposé le podcast, je sais pas si tu te rappelles, je t'ai dit, ouais, tiens, Kader, on a un podcast, je voudrais t'inviter et tout. Et tu m'as dit, mais c'est un truc de fou que tu me proposes ça. Ouais. Il vient de m'arriver un truc et c'est une réponse. Donc on va y revenir dessus, je pense. Mais voilà, ça a vraiment résonné même chez toi. Donc même le contexte dans lequel l'invitation s'est faite, c'est vraiment un plaisir et un honneur de t'avoir avec nous. Je te remercie encore d'avoir fait le déplacement et d'avoir répondu présent à l'invitation. Merci. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais faire une courte présentation. Tu compléteras, tu te connais mieux que je te connais, donc je vais sûrement oublier des choses. Mais voilà, donc Kader, fondateur du club Spirit à Fontenay, créateur de la compétition Spirit. Pour l'anecdote, je crois que c'est une de mes premières compétitions que j'ai faites quand j'ai commencé le jiu-jitsu. T'as aimé? Ouais, c'était le charbon, c'était bon. Et quoi d'autre? Et donc formateur pour une fédération. J'ai eu le plaisir d'apprendre sous ta tutelle les filières énergétiques. Donc voilà. Et puis voilà, t'es aussi parmi les premières black belts du jiu-jitsu brésilien en France. On va dire les premiers Français qui ont été à qui on a remis une black belt. Plutôt la deuxième. Ouais, c'est ça. Hein, mais il y a toute une bande là de cette année-là, de ces années-là. Vous avez voilà, vraiment marqué le jiu-jitsu brésilien. Donc toi et d'autres qui font partie de ta génération, on vous doit beaucoup dans le jiu-jitsu et vous êtes toute une équipe à avoir installé et développé le jiu-jitsu brésilien par l'intermédiaire de vos coachs. Et voilà, quand on pense au jiu-jitsu brésilien, on ne peut que penser à Kader et tout la Urban Team et tous les autres. Donc voilà, on va revenir sur tout ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Kader? Dans la vie, je crois que tu es dans le social aussi. Alors j'ai des activités sociales à travers diverses associations, mais au niveau professionnel, je suis responsable d'un service jeunesse. Voilà, donc en contact avec la jeunesse. Et donc responsable d'un club associatif pour le jiu-jitsu brésilien. Donc on va revenir sur tout ça. Comme tu le sais, comme vous le savez, ceux qui nous écoutent, en tout cas, merci à tous qui nous écoutaient, qui partageaient les podcasts, qui nous envoyaient des messages. Voilà, faites-nous remonter un peu vos impressions, c'est toujours très appréciable pour nous. On va parler du jiu-jitsu brésilien, des enfants et de l'impact social. C'est ce qui nous motive, en tout cas nous, c'est ce qui a motivé ce podcast. Et aujourd'hui, on va partager ça avec Kader. Donc Kader, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur toi? Parce que tu as vraiment une vie qui est marquée par le jiu-jitsu. D'ailleurs, quand on pense à toi, on pense au JJB. Donc c'est bon signe, mais ça t'a vraiment accompagné. Toi, tu as commencé le jiu-jitsu brésilien quand et comment? J'ai commencé... Alors, j'ai découvert le jiu-jitsu brésilien, je vais pas dire quasi comme tout le monde, mais avec les vidéos de Royce Gracie à l'UFC. Mais... en fait, je me suis pas tout de suite dit ce sport il est génial, etc. Je me suis dit purée, ce gars il est génial. Moi en fait, pour moi il y avait pas une discipline qui pouvait en dominer une autre. Donc j'ai regardé ça et puis à l'époque je faisais du pied-point, donc j'ai regardé ça avec curiosité. Puis après je suis passé à autre chose et quelques années après, je suis tombé sur la vidéo de Bob Sapp contre Minotauro au Pride Dynamite. Et je dis non, là, il se passe un truc. Je dis, avec ce sport-là, il se passe vraiment quelque chose. Donc, du coup, avec mon acolyte William, on
on faisait de la boxe thaï à l'époque. On avait fait beaucoup de boxe. Lui, il faisait beaucoup de boxe française, moi, boxe américaine. Et puis, on avait fusionné pour faire un peu de boxe thaï. Et puis, à l'époque, donc on était tombé là-dessus. Et puis, avec deux, trois autres potes, on commençait à chiffonner sur des bouts de ring, sur des bouts de tatami. En serrant la tête, hein, tu vois, t'attrapes la tête, c'est bonne bon, technique. Voilà, c'est la technique du CM2, comme j'appelle. Et puis, on s'est inscrit en compétition. Voilà, on connaissait absolument rien. On s'est inscrit à l'Open de Paris, qui était la plus grosse compétition française, une des plus grosses compétitions européennes à l'époque. Et quand on est arrivé à la pesée, je me suis dit qu'on était un petit peu trop présomptueux et qu'on était un petit peu des usurpateurs, parce que il y avait 2-3 têtes, des Moïse Rimbaud, tout ça, qui étaient Kazeka Mouniz et tout, qui étaient là, qui étaient à la pesée. Et moi, je comprenais pas trop en fait ce que je faisais là. Donc, premier combat, première soumission, hein. Donc voilà, on rentre à la maison, c'est bien. Et puis, pour le coup, on le savait. On savait que ça allait se passer comme ça, mais on a continué. Et puis, donc, deuxième compétition. Et sur cette compétition-là, le bas de niveau était beaucoup moins élevé. Donc, on a réussi à gagner un combat. Donc, c'était génial. Et puis, le lendemain, on nous dit, ouais, est-ce que vous revenez demain? Alors, c'était du grappling, hein. C'était du sans kimono. Et est-ce que vous revenez demain? On fait avec kimono. Je dis, ça existe avec kimono? Ah, donc t'avais jamais fait? Ouais, non, Et donc, on revient le lendemain. Alors moi, pour la petite histoire, je prends un kimono qui est 14 fois trop grand. On voyait ni mes mains ni mes pieds. J'avais aucune dégaine. Et puis bon, on sympathise avec des gens, dont notamment des gens qui étaient... alors, je sais pas si ça s'appelait Urban Team à l'époque... en tout cas avec Zouir et Sergio Fernandez qui s'entraînaient à la Gracie Barra. Donc on sympathise avec eux et tout. Et puis quand on discute, on leur dit on vient de Fontenay et tout. Mais mais Fontenay, il y a du jiu-jitsu là-bas. Je dis non, il n'y a pas du jiu-jitsu. Si, le prof de mon prof, ça c'est Zouir qui me dit ça. Il me dit le prof de mon prof, il s'entraîne là-bas. Je dis mais non, mais je suis né à Fontenay, il n'y a pas de jiu-jitsu. Il me dit si, le dojo, il est là, sur tel parking, machin. Je dis mais c'est incroyable, ouais. Il dit vas-y, tu vas voir. Quelle année ça, Kader? C'était en 2002, je crois, un truc comme ça. 2002. Ouais, je crois 2002 ou 2003, je sais plus trop. Un bon mappy, je crois. Ouais. Et puis donc du coup, alors je fais une petite enquête de proximité, comme on a l'habitude de faire. Et donc, on me dit, ouais, il y a un gars, il s'appelle Thierry et il fait du jiu-jitsu. Je dis, mais... Et il bosse dans les bureaux à côté. Donc, je vais le voir dans les bureaux à côté. Il faisait la sécurité. Donc, je demande à un autre gars de la sécurité. Je dis, ouais, est-ce que tu connais Thierry? Il me dit, ouais, attends, je l'appelle et tout. Et puis, il y a un petit gars qui sort et tout. Il me dit, ouais, c'est pourquoi? Et je dis, je veux faire du jiu-jitsu. Et à ce moment-là, son visage, il s'est illuminé. Il me dit, génial et tout. Vas-y, viens. Et en fait, voilà, on a commencé avec lui. Donc, Thierry Richvas, qui était déjà 3e dan de Bering Jiu-Jitsu. Ouais. D'accord. Donc, sous Flavio Bering. Donc, on a fait 2 ans avec lui, 2 ans pleins. Et en même temps, on a continué à sympathiser avec Hakim, qui était élève de Thierry et qui fondait sa propre équipe à Aulnay. Donc c'était qui est devenu la Urban Team. Qui est devenu Urban Team. Sous-bois. Exactement, avec Zouir, Serral, Baki, Yacine, Alain. Amidou. Voilà. Amidou, mon premier coach. Amidou, si tu nous écoutes. Amidou, je te fais un bisou. Amidou, si tu nous écoutes, voilà, force. On s'est perdu de vue. Il est à l'étranger maintenant. Ouais, il est à l'étranger. Ouais. Bon, je t'embrasse, Amidou. Et Sergio, tu parlais de Sergio qui continue à performer. Donc Sergio, pareil, si tu nous écoutes. Ouais, j'ai vu quelques... Félicitations. Un grand bravo, parce que j'ai vu quelques résultats très honorables il n'y a pas très longtemps. Et ouais, du coup, et puis après, au bout de 2 ans, on a fusionné. Donc, on est passé sous la bannière Urban Team pendant 3 ans, je crois. Où là, c'était une grosse machine. Hein. Urban Team, c'était une usine à compétiteurs. Alors, toi, t'avais quel âge à cette époque, Kader? Pour mettre un peu dans notre sujet, c'est-à-dire quand tu rentres dans... Parce qu'après, on va rentrer dans l'histoire Urban Team, etc., qui est incontestablement, aujourd'hui, a été un centre de formation digne de... Je sais pas moi.
C'est indiscutable. Voilà, c'est légendaire dans le jiu-jitsu. T'avais quel âge quand tu rentres là-dedans? Alors, quand je commence le jiu-jitsu, il me semble que j'ai, si c'est 2003, je dois avoir 22 ans. Ok. Voilà, donc je commence tard. Maintenant, on peut le dire. Maintenant, on peut le dire. Parce qu'il y a des petits, maintenant, ils commencent c'est à vrai. 6-7 ans. Maintenant, on peut le dire. Et Urban Team, 2-3 ans après, donc 24-25 ans. Et, mais par contre, on passe à un autre cap, quoi. Quand on s'entraînait chez Urban Team, il y en avait que pour la compétition. Si tu voulais pas faire de compétition, t'es gentil, mais je vais pas dire t'as pas ta place parce que personne n'a jamais été rejeté. Mais en tout cas, voilà, quand tu viens, tu sais pourquoi tu viens et tu veux pas jouer les seconds rôles. Tu veux les premières places. Donc, gros niveau, grosse concurrence à l'intérieur du club. Je crois que sur le premier championnat de France CFJJB qu'on fait, on finit très très loin devant au niveau des points, quel que soit on a performé quel que soit le niveau de ceinture. Et puis au bout de 3 ans, il commence à y avoir des départs parce que peut-être que l'intensité, l'investissement, et puis mettre autant de testostérone dans une salle. Autant de coques dans un poulailler, on va dire, ça use aussi. Et puis Hakim, c'est quelqu'un de très directif aussi. C'est quelqu'un qui a son caractère. C'est un mec génial. Franchement, humainement, c'est un mec génial. Au niveau du jiu-jitsu, c'est tu sors du dojo, si tu connais pas tes 10 variantes, t'as loupé ta séance. Voilà, donc après il y a eu quelques divergences et puis du coup ça nous a amené avec William à fonder Spirit que je te dise pas de bêtises, il me semble que c'est 2009 ou 2010, quelque chose comme ça. Du coup, pour toi, l'expérience, parce que ça c'est un sujet qu'on va aborder aussi, c'est est-ce qu'un club il est là pour faire des compétiteurs, est-ce qu'il est là pour faire de la performance, est-ce qu'il peut y avoir d'autres objectifs, etc. Pour toi, dans ton expérience, l'expérience très compétitive, le modèle très performance d'Urban Team à l'époque, qui a porté ses fruits, hein. Aujourd'hui c'est incontestable, mais toi en tant qu'enfant, enfin en tant qu'adolescent, du coup jeune adulte, 20 piges, 22 piges, qu'est-ce que ça t'apporte en fait d'évoluer là-dedans? Moi ça m'allait très bien parce que j'étais dans un mood où tu mets ton kimono, tu t'entraînes, tu performes ou pas. Si tu performes pas, tu repars à l'entraînement, tu travailles. J'étais vraiment, si tu veux, c'est vraiment une période où j'ai fait du sport de haut niveau, sans avoir l'étiquette, sans avoir le cadre. C'est vraiment, effectivement, en termes d'investissement, je faisais que ça. On pensait qu'à ça. Les gens qui étaient là, ils faisaient que ça, ils pensaient qu'à ça. Donc forcément, à un moment donné, moi j'ai failli arrêter. Après mon deuxième titre de champion de France. J'ai failli arrêter. Quelle ceinture? Bleu. J'en pouvais plus. En fait, nerveusement, même physiquement, j'étais épuisé. Et en fait, vraiment l'expérience que j'en tire de ce truc-là, c'est vraiment c'est l'intensité. C'est vraiment l'intensité. Quand on parle d'intensité, aujourd'hui, je parle d'intensité à mes élèves et ils sont pas capables de reproduire ça, vraiment. Après, ça fait vieux con, l'ancienne génération, etc. Mais c'est une réalité. C'est une réalité aussi. Les codes, ils ont changé aussi. Hein. Les codes ont changé, l'investissement, le pourquoi tu viens, voilà. Et puis je parlais une fois avec un des frères Olivier, je crois que c'était Thibaut, et il me disait, non, je crois que c'était Rodolphe, et il me dit, tu sais, en fait, en tant que coach, c'est toi et ta chance. Ça dépend qui pousse la porte de ton académie. Et il avait raison, en fait, parce que t'as des gens qui sont pas forcément super doués, mais c'est des bosseurs.
t'as des gens qui sont doués, mais si tu leur enlèves cet aspect travail, ils seront forcément rattrapés par les bosseurs. Moi, c'est ma vision des choses. Et cette expérience-là, vraiment, Urban Team, c'était, il fallait être bosseur. Mais c'était dur. C'était très dur. Parce que pour vouloir arrêter après, en plus dans un cadre de performance, c'est-à-dire 2 fois champion de France, t'as envie d'arrêter, c'est que psychologiquement, c'est dur. Ouais, c'est dur. Je te dis, tu fais que ça. Moi, j'étais à la limite de l'autisme. Tu vois, c'était, je pensais qu'à ça. Je travaillais, je mangeais, je dormais et je faisais du jiu-jitsu. Il n'y avait pas de place pour autre chose. Après, le jiu-jitsu, il y est pour quelque chose là-dedans aussi. Parce que ça, c'est un sport un peu bizarre. Ça veut dire, le sport, rien que tu te blesses, tu continues à en faire, tu sais pas pourquoi. T'es en arrêt de travail, t'as que des galères, mais tu continues. Et puis, c'est hyper prenant comme sport, hein, intellectuellement parlant. C'est-à-dire, t'es obligé d'être dedans tout le temps parce que si t'es pas tout le temps dedans, tu régresses en fait. Ouais, et puis il y a aussi l'aspect j'allais dire l'aspect orgueilleux un petit peu de la chose, parce que quand tu te fais prendre, tu y réfléchis et tu veux plus te faire prendre de la même manière. Et quand tu maîtrises pas une situation, tu te demandes pourquoi. Quand tu es confronté, moi je me rappelle la première fois où on m'a pris en X, hein. Je me rappelle très très bien la première fois où on m'a passé une X-Guard, je savais plus où j'habitais. Mes pieds ils touchaient. T'es en apesanteur. Ah ouais, mais tu flottes, tu dis mais qu'est-ce qui se passe en fait? Donc t'as qu'une solution, c'est de te laisser tomber pour essayer de récupérer quelque chose. Donc, à l'époque, c'était la seule alternative que j'avais. Mais il y a quelque chose dans le jiu-jitsu qui fait que il faut toujours avoir un coup d'avance, il faut toujours être en réflexion. Moi, je me rappelle que je marchais, je me disais, attends, mais si le mec il met sa main là, quand il avait mis sa main là, mais j'aurais pu faire ça en fait. Mais donc là, t'appelles un pote, tu dis viens, prends ton kimono, j'ai un truc à voir. Donc ouais, ça te prend tout le temps et ouais, tu sors de là, t'es fatigué. Fatigué. Donc t'as un petit passage à vide. Qu'est-ce qui te relance à ce moment-là, du coup? Honnêtement, je sais pas trop. Peut-être que j'avais besoin de me reposer un petit peu et puis après t'aimes ça, donc tu y reviens. Je pense que c'était surtout la compète et encore une fois l'investissement pour performer qui fait que à un moment donné tu satures, parce que encore une fois, enfin je sais pas si tous mes camarades de l'époque le vivaient de cette manière-là. Moi, j'allais à l'entraînement comme j'allais au boulot. Parfois stressé, parfois t'as pas envie d'y aller, mais il faut y aller. Faut pas arriver en retard. T'as pas le droit de lever le pied. T'as pas le droit d'être fatigué en fait à l'entraînement. Sinon, tu te prends une cartouche. C'était vraiment performance. Et quand tu fais une activité comme ça, encore une fois, c'est quasi un boulot. T'as pas le temps de te relâcher. Donc psychologiquement, des fois, c'est très éprouvant. Et donc, ceci explique peut-être cela. À un moment donné, t'as envie de dire stop, quoi. Et est-ce que ta relation avec le jiu-jitsu, et notamment avec ton coach de l'époque, est-ce qu'elle se construisait que sur la performance, c'est-à-dire voilà, c'est la performance, ou est-ce que quand la performance ça allait pas ou quand psychologiquement c'était lourd, il y avait d'autres choses qui disaient je vais quand même y aller, tu vois, c'est-à-dire est-ce qu'il y a autre chose qui tournait autour de ton expérience jiu-jitsu au-delà de la performance à cette époque-là ou pas? Ou c'était vraiment la perf? Hakim, il a plein de qualités, mais la partie comment je pourrais dire, pas dire bienveillance psychologique, mais Hakim, il n'a pas de temps à perdre. Je rigole parce que je sais ce que tu veux dire, j'ai compris, mais tu trouves pas le bon mot. Il a pas de temps à perdre, quoi. Là pour performer, quoi. Voilà. Là pour former des. Tu viens, tu performes. On peut rigoler après, on peut aller manger une pizza, on peut aller machin et tout. Mais très vite, le jiu-jitsu et l'aspect compétition reprend ses droits. Et puis, après, moi, je suis une pièce rapportée d'Urban Team. J'ai pas commencé avec Hakim. Je suis pas un élève de la première heure. Serral, Baki, Zouir, c'est vraiment des purs produits d'Urban Team. Nous, on les rejoint derrière. Ça se passe très bien, hein.
mais C'est pas pareil. c'est pas la même chose. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Amidou qui rejoint aussi le truc. Fabien Ferré aussi qui rejoint et son frère. Donc, ouais, je te sors des noms comme ça. Je me dis, mais purée, il y avait vraiment du niveau. Ouais, quoi. Il y avait vraiment du niveau. Ouais, ça, c'est incontestable, hein, franchement. Et puis, donc, ouais, après, t'essayes de faire comme tu peux. Mais comme je te dis, voilà, si tu veux performer, va voir Hakim. Ouais. Vraiment. Hakim, de toute façon, on l'a invité. Voilà. Bon. Hakim, on l'a invité, on veut qu'il vienne nous voir. Ouais. On veut qu'il nous partage tout ça parce que ça doit être quand même assez. C'est quand même une expérience extraordinaire quoi, qu'il a apporté. Quoi. Enfin, je veux dire, il a formé toute une génération, etc. Donc, Hakim, on espère t'avoir vite avec nous. Aujourd'hui, on a Kader, c'est un plaisir équivalent. Donc, après, tu fondes ton club. Ouais. Donc avec William, mon ami de toujours, on fait l'académie donc Spirit. Alors on l'a appelé Spirit pour la petite histoire parce que il y avait un prof de judo, José, que j'embrasse, qui nous disait toujours ouais mais vous les gars vous avez l'esprit, vous avez l'état d'esprit en fait. Et on comprenait pas beaucoup à l'époque, on comprenait pas trop ce que ça voulait dire et aujourd'hui je comprends bien l'esprit dans le terme le plus martial. Dans le terme le plus martial, c'est vraiment voilà le respect des pairs, le travail, l'investissement, l'honnêteté, etc. Et surtout la loyauté. Et c'est pour ça en fait. Donc à l'époque, on disait bon, esprit, ça fait un peu bizarre, donc on l'a mis en anglais. C'est devenu Spirit. Ça marche toujours mieux. Hein. Et c'est toujours ouais, mieux ça marche toujours mieux. Bizarre, je sais pas pourquoi. Mais, ouais, c'est une règle générale ça. Et donc où tu fondes, t'es quelle ceinture à ce moment-là quand nous... Je suis marron. T'es marron. Ouais, marron d'Hakim. Et puis après, par contre, on bénéficie du vivier qu'on avait. Parce que, en fait, quand on était sur Urban Team, on était sur plusieurs académies, dont à Fontenay. Et en fait, finalement, quand on se sépare avec... j'aime pas trop dire séparer parce que c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé, mais quand chacun a repris... Décide de monter son aventure, quoi. De suivre son chemin. Nous, on avait déjà des gens qui s'entraînaient avec nous et qui performaient déjà. Et à l'époque, d'ailleurs, moi, je leur ai dit, les gars, voilà, avec Hakim, pour l'instant, c'est fini. Donc, ceux qui veulent le suivre, il n'y a aucun souci. Par contre, voilà, ceux qui veulent rester, il n'y a aucun souci aussi. Donc, on a toujours été très transparent là-dessus. Bon, la plupart des gens, pour des soucis pratiques, logistiques, ils sont restés. Et on a eu tout de suite des résultats, en fait, parce que encore une fois, on a bénéficié de cet apprentissage et puis on a développé d'autres choses aussi derrière. Donc, on a eu sur les 2-3 années qu'on suivi des résultats plus qu'honorables, à Lisbonne notamment, à l'Open. Championnat d'Europe. Ouais. Moi, je dis l'Open européen parce que je fais attention aux mots. Donc voilà, Lisbonne, etc. Et puis après, entre-temps, moi, je prends le master au Brésil en 2010. Et là, quand je prends ce résultat-là, la magie des réseaux sociaux... Attends, tu vas vite, Kader. Tu vas trop vite là. Tu passes là sur des choses. Ouais. Il faut qu'on s'arrête. C'est-à-dire Il faut qu'on s'arrête. Quand tu fondes le Spirit, du coup, est-ce que tu le fondes avec la même méthode que celle d'Urban Team? Ah, c'est très intéressant ça. Voilà. Ouais. Non. Non. Déjà, quand on a fondé... C'est quoi ton approche quand tu lances le Spirit? Parce que voilà, on comprend bien que c'est prendre son indépendance, entre guillemets, c'est lancer son aventure parce qu'on a une vision peut-être qui est différente, ou bien parce qu'on veut faire perdurer un héritage. Comment t'approches toi ton
ce nouveau cap? Ben, je te fais vraiment rentrer dans les coulisses. Je vais te dire exactement ce qui s'est passé. Au moment où, voilà, encore une fois, chacun prend son chemin, je fais une réunion avec tous les cadres, entre guillemets, qui étaient là, tous les gradés qui étaient là. Et je dis, voilà, les gars, c'est très simple. On se retrouve entre nous. Il y a deux possibilités. Ou bien on ferme le club, on reste qu'entre nous et on fait de la perf à fond. Ou alors on ouvre, on fait un peu de loisirs, mais alors on aura un peu plus de moyens parce que forcément le loisir, bah, ça rapporte de l'argent au club. C'est un aspect qu'il ne faut pas négliger. Mais du coup, on aura peut-être moins de résultats, moins de temps pour s'entraîner de manière parce que les créneaux sont pas extensibles, on peut pas en avoir tout le temps. Donc de là, on a fait le choix d'ouvrir. Alors, une petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent, qui peut-être sont pas très au fait de comment fonctionne un club, etc. Surtout à cette époque-là, je pense, mais comme aujourd'hui, la majeure partie des ressources financières d'un club, c'est ses adhésions. Ouais. Voilà, il y a très peu de subventions. Donc, c'est les adhérents. Plus on va avoir des adhérents, plus on va avoir des moyens, pas pour aller en vacances, mais des moyens pour pouvoir investir sur ces athlètes, pour pouvoir aller en compétition, payer les déplacements, etc., acheter de l'équipement, etc. Donc, vous faites ce choix-là de vous dire, OK, on va ouvrir parce qu'il y a une nécessité aussi à pouvoir financer pour pouvoir performer. Exactement. Et le premier impacté par cette décision, c'est moi, en fait. Parce que je me retrouve prof. Ouais. Et je tourne de moins en moins. Mais ça me dérangeait pas trop. Ça me dérangeait pas trop parce que même si j'ai pas combattu longtemps, j'ai combattu beaucoup. Ouais. Et t'as commencé en 2002-2003. Là, au Spirit, on est en quelle année? Là, on est en 2010 à peu près. Donc une dizaine d'années de charbon. C'est ça. Mais c'est en fait parce que souvent je discute avec des gens, on me dit mais t'as arrêté, t'es jeune, tu peux encore continuer, etc. J'ai fait beaucoup de compétitions, j'ai fait beaucoup de foot, j'ai fait beaucoup de boxe pied-point aussi, j'ai fait beaucoup de jiu-jitsu. Et en fait, je l'ai toujours fait de manière à être compétitif. Et comme j'aime à dire, c'est pas forcément l'âge de la voiture, mais c'est le kilométrage aussi. Et quand j'arrive à je crois qu'une trentaine d'années, 30 ans. 30 ans parce que du coup, j'ai mon premier garçon au lendemain de sa naissance, donc quelques mois après. Hein, je sais que la compétition, je vais pas dire que j'en veux plus, mais ça va devenir très compliqué en fait. Parce que si j'ai pas l'œil du tigre, comme dirait l'autre, ça sert à rien d'y aller en fait. Et entre-temps, je m'en mêle un petit peu les pinceaux, mais alors du coup, on fonde le club et ouais, c'est 2009. 2009, c'est septembre 2009 parce que juillet 2010, donc je prends le master à Rio. Donc tu voyages. Ouais, tu voyages pour le jiu-jitsu. Ça, c'est un point important, je pense, parce que ce qu'on veut aussi à travers le podcast, c'est montrer aussi ce qui se passe, ce que le jiu-jitsu peut apporter dans la vie. C'est vraiment notre sujet, nous, c'est essayer de voir l'impact social. Et on le voit déjà, il y a toute une éducation par rapport à la performance. Bon, ça, c'est commun à tous les sports, mais dans un sport qui est naissant à ton époque, il y a très peu de pratiquants. Et après, il y a les initiatives de fonder un club. Donc ça apporte tout ça, mais ça apporte aussi des voyages. Et là, tu pars au Brésil. J'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu qu'est-ce qui te motive à partir au Brésil, pourquoi tu pars, pourquoi aller au Brésil en fait? Très vite en fait, moi je suis allé au Brésil. Hein. Ma première année de pratique, je suis allé au Brésil en fait. Parce que tu fais du jiu-jitsu brésilien, alors c'est au Brésil que ça se passe, alors je vais au Brésil. Ok. Je vais au Brésil. Et pour la petite histoire... Ça se passe comment? T'arrives là-bas avec ton Kim, qu'est-ce qui se passe? Ouais, en fait, j'avais déjà un ami qui avait l'habitude de faire des allers-retours au Brésil, pas du tout pour le jiu-jitsu. Et donc, je lui dis, voilà, moi, j'aimerais bien y aller et tout. Il me dit, t'as qu'à venir. Moi, je suis là à telle période. Donc, j'atterris à Copacabana. Je connais pas les académies, etc. Donc, De La Riva, c'est le truc qui me parle le plus. Donc, je vais chez De La Riva. Et pour la petite histoire, quand j'arrive chez De La Riva, dans les vestiaires, je croise Hakim. Je dis, qu'est-ce que tu fais là?
Bon, on s'entraînait pas encore avec lui à l'époque. C'était dans les 2 premières années. Et je lui dis, je suis venu m'entraîner et tout. Il me dit, c'est bien et tout. Donc, je fais mon premier séjour là-bas. Et puis, je reviens un peu perturbé, en fait, de là-bas. Parce que il y a un mythe autour de la ceinture bleue en France. Où on dit, ouais, attention, quand t'es ceinture bleue, c'est vraiment incroyable, etc. Donc, nous, on était ceinture blanche. Donc, voilà. Mais quand je vais là-bas, ça se passe bien avec des bleus, voire même avec des violettes. Donc je me dis, mais attends, c'est bizarre. Et donc tu comprends très vite que comme ça se passe aujourd'hui, parce qu'il faut prendre ça à son époque. À l'époque, quand tu vas au Brésil, tu peux tomber sur une ceinture noire qui sort du boulot et qui est cadre, qui vient faire ça pour se détendre. Et tu peux tomber sur une ceinture noire qui mange de la compétition matin, midi et soir. Donc, c'est un peu... tu sais pas finalement sur qui tu tombes. La ceinture, ça veut pas trop dire grand-chose. Et en fait, moi, je m'aperçois que là-bas, au Brésil, la ceinture blanche, on la garde pas du tout longtemps. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est limite, on te la vend avec ton kimono. Et puis très vite, tu passes bleu. Et par contre, après, quand t'es bleu... Là, ça devient un peu plus sérieux. À l'époque, c'était comme ça. Maintenant, est-ce que ça a changé? Je ne sais pas. Mais du coup, voilà. Donc, je rentre un petit peu perturbé parce que je me dis, purée, j'ai tenu tête à des bleus, j'ai tenu tête à des violettes. Enfin, voilà. Mais par contre, j'ai un souvenir aussi d'une petite ceinture bleue qui vient et qui m'invite parce qu'il voit que je suis un petit peu, je tiens tête à ses compatriotes et il m'éclate. Il m'éclate. Ça met les idées en place. Il me fait taper dans tous les sens. Et c'était une bleue. Donc tu vois, comme on peut avoir aujourd'hui, tu peux avoir une bleue qui fait de la compète, ou tu peux avoir une bleue qui fait ça dans un esprit de loisir. Donc ouais, je pars une première fois et puis je crois que je suis parti 4-5 fois au Brésil. 4-5 fois. Mais le voyage le plus marquant au Brésil, c'est quand... en fait, à l'époque, c'était Brasa. L'académie, avant Checkmat, c'était Brasa. Et donc, je vais là-bas, je voulais m'entraîner là-bas. Et en fait, ils géraient l'académie à plusieurs. Il y a Léo Vira, Ricardo Vira, Comprido. Et en fait, Ricardo Vira, une approche un peu plus brésilienne, cool, pas de problème, les gars, venez, etc. Et tout. Et puis, ils nous annoncent pas de tarifs. Par contre, le soir, Comprido, j'étais avec Karim Amour, qui est entraîneur à Boissy aujourd'hui. On a rigolé parce que en fait, donc on arrive et tout, il dit ouais mais les gars, on vous a donné les tarifs de l'académie et tout. Puis il nous annonce là le tarif. Je dis mais non, c'est pas possible en fait. Il nous renvoie un peu baladé en fait. Il dit les gars, si vous avez pas les moyens. Je dis non mais on avait avec Ricardo. Et puis il me fait un geste de la main comme ça, genre vas-y bouge. Ouais. Et il me dit va voir avec Ricardo. Donc le lendemain, on revient à la Brasa. Et donc pareil, Ricardo, ouais ça va les gars et tout. Non, ça va pas en fait, on est venu hier et tout. Et il dit ouais mais non, mais vous savez les gars, c'est les prix et tout. Je dis ouais mais nous on n'a pas les moyens en fait. C'est pas. Il dit écoute, pas de problème, repassez ce soir et je vous emmène au projet. Et en fait, je comprends que j'en avais entendu parler, j'avais vu un article, je crois que c'était dans je sais plus, il y avait un magazine, je sais plus, je sais pas si c'était Gracie Mag ou je sais pas, où il y avait le jiu-jitsu comme facteur de lien social et de développement dans les favelas. Et il me dit voilà, je t'emmène au projet. Moi je dis ouais, parce qu'à mon avis c'est là-bas que ça se passe en fait, tu vois. Et ça a pas loupé en fait. Quand on arrive là-bas, on voit des tapis de fortune, des murs à moitié finis d'être construits ou alors à moitié d'être finis démolis. Et on a le champion du monde de toutes les catégories qui sont représentées. Bleu, violette, marron. Pour la petite histoire, il y avait Fin Fou. Alors, Fin Fou, je sais plus comment c'est son prénom. Alan de Nascimento, je crois. Qui entraîne l'entraîneur de sol de Shimaev. Donc il était là, il était ceinture marron et c'est lui qui donnait le cours. Donc après il y avait Strato, il y avait Sandro Vira,
tu dis purée, c'est incroyable. Et ils nous demandaient 50 réals la semaine. Je dis mais pas de problème. Ouais, là, oui. c'est bon. Là, on peut. Et en fait, là-bas, là-bas, c'était. Tu t'entraînes là-bas une semaine, tu as gagné 6 mois de jiu-jitsu, en fait. Mais pas au niveau technique, en fait. Ouais. Et c'est là, en fait, où j'ai vraiment compris que le jiu-jitsu, c'était pas juste une affaire de finesse, de technique, de machin. Non, c'est un vrai combat, en fait. Et les mecs, ils se rentrent dans les murs. Tant que t'as pas déchiré le kimono, ça continue. C'est pas une légende, en fait. C'est vraiment. Voilà. Et en termes d'intensité, tu le retrouves aujourd'hui, tu le retrouves plus facilement aujourd'hui dans les combats. Et dans certaines académies, c'est cette espèce d'intensité, mais tu la retrouves pas partout. Vraiment, tu la retrouves pas partout. Et donc, du coup, voilà. C'était vraiment, au niveau des voyages au Brésil, c'était vraiment ce qui était le plus marquant, parce que c'est vraiment là, en fait, où j'ai compris qu'il fallait travailler différemment. Donc, parce que c'est intéressant, ça. C'est le projet, ils appelaient ça. C'est-à-dire que c'était une sorte d'académie plus accessible. En fait, t'as à l'intérieur des favelles. Alors, nous, on était à. Comment ça s'appelle je me rappelle plus le nom de la favelas. Ça va me revenir. Cantagalo. Okay. Cantagalo. En fait, tu as des projets sociaux et puis tu as plein de sports qui sont proposés. Donc, tu as du surf, tu as de la boxe. Qui sont tenus par qui ? Alors, écoute, moi, parce qu'on a rencontré une éducatrice française là-bas qui nous a expliqué un petit peu. T'as des professeurs qui viennent et qui proposent des activités à l'intérieur de la favelas. Alors après, est-ce que c'est payant, est-ce que c'est pas payant ? Franchement, je sais pas. Et même si c'est payant, à mon avis, c'est vraiment dérisoire. C'est magnifique. Et ça permet donc de développer les activités pour les gens justement qui vivent dans les favelas parce que y a pas il n'y a pas beaucoup de pouvoir d'achat, on va dire. Donc, c'est toujours bien d'avoir ce type d'institution, au même titre que nous, aujourd'hui, dans les associations de quartiers populaires, on essaye de mettre en place ce genre d'activité. Bien sûr. C'est pour ça que ça fait le lien et que ça m'interpelle, parce que, bon, c'est pas le même niveau de pauvreté, c'est pas les mêmes problématiques sociales, etc. Mais néanmoins, on voit que le sport et le jiu-jitsu brésilien, c'est un centre de convergence, c'est un moyen, en fait, d'impacter positivement sa société. Et dans les favelas où il y a une extrême pauvreté, etc., ça demeure, de ce que tu en expliques en tout cas, c'était intéressant, c'est de voir que ça, depuis le début, ça a été utilisé comme un facteur et un vecteur de bien, en fait. Ouais, et j'allais dire et pas que le sport. Y a plein d'autres activités, parce que souvent on aime bien mettre le sport en avant. Et d'ailleurs, est-ce que c'est l'activité physique ou le sport qui va modifier certaines choses chez les gens, ou est-ce que les gens intrinsèquement ils ont déjà des qualités ou des défauts parfois, et qui vont ramener dans la discipline sportive en elle-même. C'est pour ça que je pense qu'on a souvent des surprises ou des dérives. Parce que dans ce genre de contexte, forcément, on parle des favelas. Alors, on parle pas des banlieues françaises. Hein. On parle des favelas avec un niveau de violence et de pauvreté qui est multiplié par 50. Moi, j'ai vu des trucs franchement incroyables. Mais du coup, aujourd'hui, on néglige beaucoup les activités annexes, alors que ce soit le sport, mais que ce soit les activités culturelles, que ce soit les activités, alors que ce soit le cinéma, la vidéo, le théâtre, la musique. C'est des choses qui passent souvent au deuxième rang. Alors c'est très français ça aussi, parce que même à l'école, si t'es bon en EPS ou t'es bon en musique, on s'en fiche en fait. On va voir les notes que t'as en maths et en français. Et comme on se le disait tout à l'heure, avant le podcast, parce qu'on a bien blablaté, mais on a fait un podcast avant le podcast. C'est vrai. on a discuté pas mal, mais du coup voilà, c'est normal de forcer son enfant à aller à l'école,
Mais souvent, sur les autres activités, on le force pas. On dit, on va voir, il va choisir, etc. Mais est-ce que finalement, c'est la bonne stratégie? Je sais pas. Moi, je pense que le sport et comme les autres activités, en fait, c'est des moyens de révéler. C'est-à-dire que ça te met dans une situation qui est particulière, dans laquelle tu vas te révéler, en fait. On va pouvoir faire sortir le meilleur de toi-même ou les pires de tes faiblesses. Ouais. Tu vois. Et c'est ça qui est intéressant là-dedans. C'est que, en fait, si tu n'as pas ce cocon-là où on peut permettre de te rentrer, c'est comme un catalyseur, en fait. Tu rentres dedans et en fait, on va voir ce que tu es. Voilà. On va voir ce qui va, on va voir ce qui ne va pas. Et on va pouvoir travailler. Ça va révéler. Et ça n'aurait pas été révélé si ça n'avait pas été fait dans ce cadre-là. Tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et pour compléter, je dirais que c'est aussi une manière de développer certains aspects que l'enfant, par exemple, n'aurait pas développé s'il ne s'était pas confronté à certaines situations et à certaines activités. Donc, ouais, moi, je partage complètement. Il y a par exemple, alors, je fais le lien avec mon activité professionnelle, mais il y a un dispositif qui s'appelle le dispositif classe, qui est subventionné par la caisse d'allocation familiale pour les associations et les collectivités territoriales. Et en fait, ce dispositif-là, il finance des projets d'apprentissage alternatif. Donc, au lieu de financer de l'aide aux devoirs classique, donc tu viens, tu fais tes maths, ton français, et en fait, on va te demander de faire plutôt des ateliers bricolage pour faire de la géométrie, des ateliers cuisine pour faire de l'algèbre. Et ça, pour moi, ça a du sens, en fait, tu vois, parce qu'à travers ces différentes activités, c'est pas donné à tout le monde de s'asseoir sur une chaise et d'être attentif toute la journée, en fait. Ouais, c'est clair. Donc, y a des enfants qui s'en sortent très bien comme ça. Il y en a d'autres qui s'en sortent pas. C'est pas rare qu'au début de l'année, on nous amène des enfants, on dit, bon, voilà, je dois inscrire mon fils, mais bon, je vous préviens, il est un peu turbulent, il tient pas trop en place. Tant mieux, en fait, parce que nous, on aime ça. Donc, après, oui, il faut canaliser un petit peu ça, mais on lui demandera pas de rester assis pendant 2 heures. Donc, ça nous va, amenez-le. Et en général, avec ce genre de gamin, ça se passe bien. En fait, je pense qu'on a eu tendance à standardiser beaucoup le modèle type et qu'en fait, les enfants ont des formes d'intelligence différentes, ils ont des aptitudes différentes. Tout le monde ne va pas être bon en maths, mais ils vont être peut-être très bons manuels. Et ils vont faire des maths, en fait, dans leur activité manuelle. Ouais. Mais ils vont l'approcher autrement. Dans le jiu-jitsu, on le voit aussi. On a des enfants qui comprennent très vite, mais qui ont du mal à faire suivre les aptitudes physiques. Ils comprennent très bien, mais ils réfléchissent trop, donc ils n'arrivent pas à déclencher le corps. Des fois, c'est l'inverse. Comme on dit, c'est que la bagarre et on réfléchit pas. Donc, ça nous montre en fait la complexité aussi de transmettre, tu vois, parce qu'on est dans la transmission et dans aussi la relation humaine, en fait, toute la complexité qu'il y a à comme tu l'as dit, toi, dans ton parcours même, le fait d'être rentré dans un cadre très compétitif, ça a été dur, mais ça a été formateur. Et si tu l'avais pas fait comme ça, tu aurais peut-être été dans une zone de confort et tu n'aurais peut-être pas évolué comme tu as évolué. Tu vois. C'est sûr, parce que pour en revenir à cette période-là, moi, j'ai toujours été très sportif, j'ai toujours aimé la compétition, mais j'ai toujours attendu d'être pris en charge pour pouvoir me dépasser. Ouais. En fait, quand je te dis j'ai attendu, c'est pas que je bossais pas dans mon coin, mais en fait, j'attendais d'avoir un prof comme Hakim qui me pousse dans mes retranchements, vraiment. Et en fait, je le laissais piloter. En fait, je lui faisais totalement confiance. C'était rassurant et c'était confort. C'est confort d'avoir un prof comme ça. C'est le gars qui s'occupe de tout. Tu vas faire telle compète, tu vas pas faire celle-là, tu vas t'entraîner là. Enfin, c'est comme je te dis, tu poses ton sac, tu déconnectes et puis encore une fois, c'est à la limite de l'autisme, mais c'est très bien. Ouais. Après, en étant conscient que ça peut fonctionner, ça a fonctionné pour toi, ça fonctionne pas pour d'autres. C'est sûr, c'est sûr. Et en fait, chacun il va trouver, comme on dit, chaussure à son pied. Exactement. Et dans l'enseignement, c'est la même chose. On a des professeurs avec qui ça a été très facile d'apprendre et d'autres avec lesquels ça marchait pas, mais ça marchait pour d'autres, etc. Donc il y a aussi cette convergence et cette compatibilité entre l'apprenant et celui qui transmet. Ouais, complètement. Donc, en revenant au Brésil. Donc, voilà, on revient au Brésil, on fait des allers-retours. Hein, j'espère que vous nous suivez. Donc, tu découvres donc le projet. Tu fais combien de voyages comme ça au Brésil ?
À partir de l'aventure Brasa Checkmat, je fais trois voyages là-bas, dont un pour le mondial Master 2010. Ouais. Et tu fais donc là-bas le Mondial Master 2010. Ouais, je prends le titre en moins de 70 Master. C'était la première année de Master que je faisais en marron. En marron. Ouais. Et alors c'est... À ce moment-là, je sais que c'est... Parce que gagner un titre au Brésil, c'est pas comme gagner un championnat de France. En fait, la vérité, c'est que, regarde, quand je pars avec Yacine, je pars avec Alain et avec deux autres comparses, mais qui, eux, sont ceinture blanche. Donc, c'était des amis et élèves de Yacine et Alain. Et moi, je me retrouve là parce que Alain, il m'a un plan pour le billet d'avion, en fait. Donc, il me propose de venir et je kiffe. Le seul problème, c'est que ils ont déjà combattu au Brésil en bleu, ils ont déjà combattu en violette. Ils connaissent. Ouais. Le week-end d'avant, ils ont combattu à Sao Paulo, donc ils reviennent avec leur titre. Donc, ils ont déjà gagné à Sao Paulo. Donc, je te laisse imaginer, en fait, l'état d'esprit dans lequel je suis. Je débarque là-bas. Je me suis déjà entraîné au Brésil, mais j'ai jamais combattu au Brésil. Pour moi, c'est un truc de fou. En plus, au tennis club de Tijuca, c'est Tijuca, parce que c'est portugais. Et c'est le temple du Brésil là-bas. C'est là où Jacare, il se fait casser le bras. Enfin, okay. C'est mythique. Et en fait, j'arrête pas de gamberger. Alors, je le dis à personne, ça, évidemment. Je le dis à personne. Je dis, mais purée, je vais pas rentrer les mains vides quand même. Tu vois, ils ont tous des médailles et tout. En plus, t'es avec les gars de la team, quoi. Ah ouais, je suis là. Ouais. Bon, c'est vraiment bon délire. En plus, on habitait à 4 dans c'est même pas un studio, hein, c'est une chambre de bonne. Donc, t'avais les kimonos qui séchaient sur le fil. On se baissait pour aller du lit à la porte de sortie. Et au fur et à mesure, je me mets la pression. Ouais, je me mets une grosse pression. Et en plus, on peut pas combattre parce qu'on n'a pas les licences internationales. L'IBJF est en train de tout remettre en ordre à l'époque. Il faut avoir des licences internationales. Pour avoir la licence internationale, il faut avoir la licence nationale. Donc de la CFJJB à l'époque. C'est une galère pas possible. Et je me rappelle qu'à un moment donné, il fallait déposer tel papier, parce qu'on allait directement à la fédération. Et je suis en train de marcher et je dis à Yacine, vas-y, laisse tomber, je la fais pas. Franchement, ça me saoule. Trop galère. Ouais, c'est relou, il faut ramener tel truc. Tu vois, Astérix, les 12 travaux, là, aller chercher le formulaire, machin. Et franchement, j'ai appelé j'ai appelé le secrétariat de la CFJJB. Le mec, je me rappelle, alors je sais pas qui c'était à l'époque, mais il était en train de tourner. Donc il répond au téléphone, il est essoufflé et tout. Je lui dis voilà, je suis en galère, j'ai besoin d'avoir le numéro de ma licence ou je sais plus trop ce qu'il fallait. Et le mec il dit ouais, mais moi je travaille pas là, je sais pas trop. Je dis ouais, mais vas-y s'il te plaît, je suis en galère et tout machin. Et en fin de compte, il fait le nécessaire. Donc j'ai réussi à avoir la licence et voilà, j'ai réussi à combattre et en plus à gagner derrière. Donc, comme quoi, il faut toujours s'accrocher. Hein. Ouais, franchement. Parce qu'il y avait le titre au bout, mais tu ne savais pas encore ça. Ouais, mais merci Yacine, parce que c'est Yacine qui me dit non, t'es fou, non, il faut absolument que tu le fasses et tout, machin. Moi, franchement, je me dis, ça me saoulait, il pleuvait, je me rappelle très bien de la scène, il pleuvait. Je dis non, mais vas-y, laisse tomber, c'est pas grave, j'y reviendrai l'année prochaine. En fait, non, c'est bien que. Bien, ouais. Ouais. Bien, ouais. Ok, donc tu prends ton titre, tu passes black belt après ? Pas tout de suite. En fait, Ricardo Vieira, il me connaît un peu. Voilà, je suis là dans l'académie, il me connaît un peu, mais bon, je suis un étranger comme les autres. Et quand je gagne, il me reconnaît un peu plus. Tu vois, donc déjà, ça change pas mal de choses. Mais après, c'est normal, hein, tu arrives là-dedans. Et du coup, ça change pas mal de choses parce qu'il te prend un peu plus en considération. Il te fait tourner avec des gens qui sont un peu plus expérimentés, on va dire.
Et donc, et derrière, on arrive à organiser un stage. On le fait venir, je crois, en janvier. Ouais, c'est ça. On le fait venir en janvier de l'année d'après. Et c'est là qu'il nous remet nos ceintures noires à Yacine, Alain et Thibaut. Est-ce que c'est Thibaut? Thibaut, je sais pas s'il n'était pas déjà ceinture noire. Thibaut, Rodolphe et Olivier, les frangins du Gokudo. Et voilà, c'est à ce moment-là que je reçois la ceinture noire. Et franchement, tu vois, je m'étais toujours dit, ouais, la ceinture noire de Jiu-Jitsu. Alors déjà, moi, j'en voulais pas parce que je considérais que c'était pas du tout l'heure. Mais je m'étais toujours dit, ouais, j'aimerais bien que ce soit un compétiteur, en fait, quelqu'un qui a gagné des titres, qui me remette cette ceinture parce que, sans dénigrer, je voulais pas que ce soit un vieux maître, tu vois, qui est là, qu'on a fait venir en France et parce qu'on l'a fait venir, machin et tout. Et là, en fait, j'ai été servi, franchement. Tu prends un des frères Vira, c'est clair. Franchement, c'était top. C'était top. Donc à cette époque-là, t'as ton club, hein. T'as déjà le Spirit. Ouais. C'est là où tu commences à moins, parce que tu l'as énoncé tout à l'heure, c'est le choix en fait quand on est pratiquant, compétiteur et qu'on passe coach. Il y a un dilemme en fait, tu vas moins t'entraîner et si tu vas moins t'entraîner, tu vas moins performer. Et donc c'est un vrai choix en fait, c'est un vrai basculement entre guillemets dans une carrière, même si on parle de sport associatif, on parle de sport qui est fait à côté du travail, à côté de la famille, mais on parle quand même d'une carrière. On parle d'une carrière dans ce sport-là. Ouais. C'est un vrai choix, en fait. C'est un vrai choix. Alors après, qui a été facilité par le titre au Brésil. Parce que je me suis dit, j'aurais jamais mieux que ça, en fait. Ouais. Voilà, clairement, gagner un titre en ceinture noire, ça aurait été trop compliqué. Donc, gagner en marron, c'était pile poil l'heure, en fait. Et après, j'ai continué à faire les deux. J'ai continué donc à enseigner, à m'entraîner, mais voilà, je sentais que ça, au niveau des perfs, même à l'entraînement, je sentais que ça suivait pas. Donc, à la suite du mondial, donc je fais 3e aux Europes en noir à Lisbonne, mais je sens que je suis pas dans le coup, quoi. Tu vois, je sens que je suis pas dans le coup, donc je me dis bon. Et puis quand tu te retournes et que tu vois qu'il y a des jeunes qui sont là, parce que ça y est, j'ai 30 ans passés, ouais, alors il y en a qui commencent à cet âge-là, mais pour moi ça y est, c'est fini. Si tu veux faire de la perf et tout, je me retourne, je vois que des jeunes qui sont là, je me dis bah ok, je vais me concentrer là-dessus. Et en même temps, on lançait les enfants. Après, il faut savoir que ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'au lendemain des mondes, moi je connaissais pas Facebook à l'époque. Tu vois, Facebook, ça a commencé à se lancer. Et donc j'avais Vincent, un de mes élèves, Vincent Nguyen, qui me dit envoie-nous des photos et tout, machin. Je dis mais je sais pas comment on fait. Il me dit fais ça, fais Facebook, machin. Donc je crée un Facebook. Et purée, et c'est après bon. Aujourd'hui, on sait ce que ça représente, mais à l'époque, je savais pas. Tu reçois des messages de partout, tu reçois des trucs. Je dis, les gars, j'ai pas gagné la Coupe du Monde de foot. Hein. J'ai juste gagné une compète au Brésil, en master en plus. Ouais, non, mais c'est génial, machin et tout ça et tout. Et bim, à la rentrée, on se retrouve avec plus de 200% d'adhérents, tu vois. Et ça nous a mis dedans aussi un petit peu. Parce que moi, quand je pensais qu'on allait ouvrir, tu récupères un petit peu. Mais là, il fallait s'occuper de tout ce monde-là. Ouais, il y a eu double facteur, en fait. Ouais, il y a eu tout ce monde-là. Et puis, il y a la volonté de développer la section enfant aussi qui m'a accaparé tout mon temps depuis 10 ans, en fait. Allons-y alors dans cette section enfant. Qu'est-ce qui te motive, toi, à lancer une section enfant ? Pourquoi tu te dis pas, ouais, vas-y, on veut de la performance, il faut des adultes ? Parce que tu viens de là. Toi, tu viens d'un groupe adulte, performance adulte. Voilà, en plus, à cette époque-là, où le jiu-jitsu brésilien, c'est pas encore ce que c'est aujourd'hui. Ouais. Moi-même, quand j'ai commencé, donc on parle de ça il y a un peu plus de 10 ans,
c'était pas encore ce que c'est aujourd'hui. Il n'y avait pas le MMA, il n'y avait pas l'UFC. D'ailleurs, tu as parlé du Pride, j'ai souri. Ouais. Parce que ça, c'est notre époque. Ouais. Le Pride, c'est ce qui nous a tous voulu. On a tous voulu faire du sol parce que. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce qui, toi, te motive à te dire, vas-y, je vais faire une section enfant? Enfin, je sais pas vraiment. Je sais pas vraiment. Est-ce que c'est parce que j'ai les enfants de certains amis qui pratiquent et on a envie de le faire? Je vais pas te mentir, je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais par contre, je kiffe tout de suite, en fait. Après, c'est peut-être mon parcours pro aussi qui fait que j'ai toujours été au contact d'enfants. Et du coup, je me dis, voilà, c'est peut-être l'occasion de lancer ça. Aujourd'hui, je pourrais te sortir une salade en te disant, ouais, mais parce que les enfants, c'est demain, et en termes de performance, il faut mieux préparer, etc. Machin. Mais à l'époque, je suis vraiment pas là-dedans. Je sais pas. Je crois que j'ai juste envie de le faire et c'est tout. Est-ce que ouais, mais ouais. Oui. Bah, de toute façon, tu as eu envie de le faire, tu l'as fait. Mais Ouais. toi, tu étais déjà dans le social. Ouais. Tu étais déjà avec les enfants. Est-ce que inconsciemment, c'est pas le fait de vouloir tu vois, pour continuer une conviction, en fait, dans le cadre d'un sport qu'on aime. Tu vois, c'est cet accompagnement, le fait d'accompagner les jeunes, le fait d'être un vecteur de bien, de leur permettre d'apporter des solutions dans leur vie. Est-ce que tu ne penses pas que c'est ça qui te motive à dire, bah, moi, j'aime le jiu-jitsu, j'ai vu ce que... Même inconsciemment, on sait ce que ça nous a apporté. Vas-y, je vais le donner. Attends, il y a ces enfants-là, on peut leur donner aussi là-dedans. C'est vrai ce que tu dis. Mais ce serait facile de le verbaliser pour moi comme ça aujourd'hui, comme si j'avais prévu de faire ça pour ça. Ouais. Je pense que oui, aujourd'hui, j'en suis convaincu que le jiu-jitsu que j'ai pu enseigner à certains enfants que j'ai pu avoir dans mes cours, ça leur a servi sur plein d'aspects en dehors du jiu-jitsu. Mes enfants en premier lieu. Mais encore une fois, à l'époque, je le sais pas ça. Tu vois, aujourd'hui, je le sais et je suis convaincu et je suis passé par plein de phases. Limite à être un petit peu schizophrène aujourd'hui sur ma manière de voir les choses. On pourra en parler, t'inquiète pas, je vais faire ma thérapie. Mais à l'époque, voilà, j'ai un petit groupe aller une dizaine de jeunes. Et je m'éclate à voir qu'ils progressent 40 fois plus vite que des adultes. Ouais, clair. Je sais que je les avais 2 fois par semaine. Alors, je les avais 2 fois par semaine. Je les avais le lundi et le vendredi de 17h à 18h30. Je me rappelle très, très bien. Et on se déplace assez vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétition en Ile-de-France. Et ils performent assez vite aussi. Donc, je me dis, purée, c'est bien, c'est intéressant. Et puis, on les fait bouger un peu. Et... C'est quoi là, c'est 2012? Ouais. 2012-2013? Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Donc il y a 10 ans. Est-ce que tu as des enfants qui étaient avec toi à cette époque-là qui sont encore là? Bah oui, j'ai Shaima, Soumaya, Sofiane, qui est parti, qui est revenu. Après, j'en ai qui continuent. J'ai Adam qui continue, je crois qu'il est à Bobigny maintenant, qui avait arrêté, qui a repris aussi. Mais voilà, après Bilal, je parle souvent de Shaima et Soumaya, mais j'oublie aussi Bilal, le frère. C'est vraiment eux, c'est vraiment des purs produits de l'académie et qui sont aujourd'hui qui sont en situation d'enseignement. Donc ils ont vraiment suivi le cursus de A à Z. Mais après, tu vois, pour faire le lien avec ce que tu disais, on a beaucoup bougé avec les enfants. Et ouais, en le disant, tu vois que ça fait le lien forcément avec ma pratique professionnelle parce que prendre un véhicule 9 places et mettre des jeunes à l'intérieur, bah voilà, je le faisais déjà pour plein de trucs. Sauf que là, je les emmène en compète et la compète, c'est pas une finalité parce qu'on essaye toujours de chercher une petite activité à côté, on essaye toujours d'échanger un petit peu. L'aspect scolaire, on essaye d'y faire attention aussi. Alors, je vais pas dire un grand regret parce que c'est pas terminé et que c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place, mais tu vois,
avoir une dimension un peu plus sociale dans l'approche que le club peut avoir avec les jeunes et les familles. Je pense que ça peut... je pense que pour le coup, il y a énormément de place là-dessus parce que aujourd'hui, les services municipaux dans certaines collectivités que j'ai expérimenté se trompent à mon avis sur la manière dont on doit utiliser les services jeunesse. Je pense qu'il y a vraiment un lien, une carte à jouer entre l'éducation, quand je dis l'éducation, c'est l'éducation nationale, et les acteurs du mouvement associatif et les acteurs du mouvement de l'animation pour répondre à un manque et mettre des projets vraiment solides sur l'accompagnement de certains jeunes. Alors après, si tu me lances là-dessus, on en a pour 5 heures, mais voilà. Et je te dis ça parce qu'en fait, aujourd'hui, on fait des antennes jeunesse et après, on va voir ce qu'on y fait à l'intérieur. Ouais. En fait, le jeune, il vient et puis après, on se dit, bon, ok, on va lui proposer telle activité ou telle activité ou telle activité. Mais au final, il n'y a pas de finalité. Alors, les grands projets éducatifs, les grands projets pédas, etc., machin et tout, c'est comment ça s'appelle merci ChatGPT là aujourd'hui, parce qu'il y en a qui s'en sortent grâce à ça, mais je pense qu'il faut de la conviction vraiment quand on travaille là-dedans. Moi, ce que je regrette, alors je fais une petite aparté, mais c'est par exemple dans les métiers de l'animation aujourd'hui, quand tu as un jeune qui va passer un BPGEPS ou un truc comme ça, c'est plus un diplôme d'insertion qu'un diplôme d'animation. Aujourd'hui, quand tu es en galère, tu as 18 ans, tu vas à la mission locale, on te propose un BPGEPS. Donc voilà, tu te retrouves avec des jeunes qui sont en situation d'encadrement et c'est parfois un peu préjudiciable parce qu'eux-mêmes n'ont pas été formés comme il fallait et puis c'était peut-être pas l'heure. Je sais pas pourquoi j'en suis arrivé là, mais non, parce qu'on parle du social, on parle de ce que peut apporter le sport et la continuité qu'il y a en fait dans l'éducation des enfants et que le sport c'est pas seulement manger 5 fruits et légumes par jour et faire de l'activité physique. Il y a plus que ça en fait, il y a beaucoup plus que ça et c'est pour ça qu'on en arrive là parce que il y a une continuité à faire et il y a là où je te rejoins, c'est que les clubs de sport, les clubs associatifs sont au cœur des villes en fait. Ouais. Ils sont au cœur des quartiers. Et sans faire de politique sur ce sujet-là, c'est-à-dire que c'est réellement des centres névralgiques d'où on peut toucher en fait une partie de notre jeunesse qui viennent volontairement. C'est là la différence. Ouais, c'est vrai. Ils viennent volontairement vers nous et en fait, on a l'opportunité de présenter des choses qui seraient difficilement présentables. Tu vois, c'est-à-dire offrir des perspectives et nouer des relations, tu vois, avec un public qui, voilà, nous, tu vois, souvent on disait, je me rappelle, quand on était jeunes, nous, c'est la banlieue, c'est-à-dire, vas-y, tu vis à l'extérieur de Paris, en fait, tu vois, et au cœur de ces quartiers-là, au cœur de ces villes, il y a ces clubs. Voilà. Il y a ces clubs et qui font un travail qui est trop peu souligné, selon moi, énorme pour la cohésion sociale et le vivre ensemble. Ben, je peux que te rejoindre et rajouter que ces clubs-là, ils ont des missions de service public, en fait. Et très souvent, tu vas... Alors, c'est pas le cas dans toutes les collectivités parce qu'il y a des collectivités qui jouent le jeu là-dessus, mais souvent, tu vas avoir un club qui marche très, très bien, qui va être au cœur du quartier ou pas, mais qui va toucher un quartier politique de la ville, par exemple. Et tu vas aller recruter un agent, mais qui va faire complètement autre chose. Alors que tu pourrais donner la possibilité aux gens qui travaillent dans ce club-là d'avoir une réelle utilité et de pouvoir se concentrer à plein temps sur les missions, parce que la réalité, c'est que dans 95% des cas, on est tous bénévoles dans les clubs associatifs. Ouais. Et on a tous un boulot. Et on a tous des relations sincères avec les adhérents du club. C'est là la différence. Bien sûr. C'est des vraies relations humaines. On n'est pas en train de trouver un éducateur qui vient et quand l'éducateur arrive, le petit il sait qu'il vas-y, lui il est là parce que on m'a dit qu'il faut que on lui a dit faut qu'on vienne me voir. Non,
C'est des relations sincères qu'il y a. Et c'est ça, en fait, le truc. Et c'est là où parfois, encore une fois, certaines collectivités ont du mal à déconstruire leur modèle. C'est pas parce qu'on a un service jeunesse qu'il est performant. Exact. En fait, on a déjà des acteurs sur le terrain qui sont performants. On a déjà des acteurs sur le terrain qui font du travail de qualité. Allons chercher ces personnes-là pour qu'elles viennent travailler avec nous. Et pas l'inverse, en fait. Donc, en fait, ça serait du gagnant-gagnant. Mais bon, voilà. Moi, je sais que, par exemple, c'était très difficile pour moi. Moi, j'ai changé. Alors, moi, je sais pas si c'est bien de le dire, mais je tiens pas beaucoup en place. En général, je change de travail tous les 4-5 ans. J'ai changé énormément d'activités. Mais par contre, il y a une activité que j'ai gardée depuis le départ, c'est le club. Bah ouais. Donc, en fait, et quand encore une fois, tu travailles quasi. T'as un deuxième boulot avec le club, parce que le club, c'est pas juste donner les cours. Ouais. C'est s'occuper de certaines problématiques, c'est accompagner aussi les gamins en sortie ou en compétition, c'est les encadrer. Pour ceux qui font de la compétition, c'est les encadrer en dehors des créneaux. Moi, c'est ce que je dis à certains enfants. Je vous vois plus que mes propres enfants, en fait. Donc, c'est voilà. Il y a plein d'autres perspectives au sein du club. Hein. Je pense à certains jeunes qu'on va avoir parce qu'ils sont venus pour le jiu-jitsu, mais parce que le club, c'est une structure, c'est une institution, un club, en fait. Et donc, tiens, j'ai besoin de quelqu'un. Tiens, t'es graphiste. Tiens, tu veux aider le club. Complètement. Tiens, tu veux faire. Tiens, on fait un événement. Tu veux aider. Ouais. Tiens, je peux te former sur ci. Je peux te former sur ça, sur la logistique. Je peux te former sur la com. Je peux te former sur. Tu vois. Et il y a tout un univers autour du club, en fait, qui va au-delà du kimono et des techniques. Mais c'est sûr. Tu vois. C'est sûr. Et c'est super important ce que tu soulignes, parce que il y a un microcosme. Et souvent, les gens veulent en être. Ils veulent donner un coup de main. Quand ils arrivent dans le club, alors, surtout chez les adultes, par exemple, c'est pas rare qu'ils te disent « Ouais, mais moi, tu sais que je fais ça, je peux donner un coup de main. Si t'as un ou deux jeunes qui est en galère, je peux les prendre en apprentissage. » Ou je peux... En fait, voilà, t'as vraiment des choses qui se passent à l'intérieur des clubs qui font que c'est des micro-collectivités, en fait, où tu vas avoir plein d'opportunités, tu vas avoir plein d'interactions et plein de possibilités. Et nous, c'est vraiment ça qui nous a motivés sur ce podcast. Hein. On veut mettre en lumière tout ça. Pour nous, c'est trop important, en fait. Il se passe trop de belles choses pour qu'on n'en parle pas. Vraiment, il se passe trop de belles choses, tu vois. Eh ben, tu vois, c'est pour ça que je te parlais de schizophrénie tout à l'heure, parce que moi, je suis contre je suis contre le classement des enfants, tu vois. Pour moi, un gamin qui vient dans un club, qui se donne et qui fait de son mieux, il mérite pas de pas être sur un podium, en fait. Et un gamin qui est doué et qui travaille pas, je vais pas dire qu'il mérite pas d'être sur le podium, mais il a moins de mérite. Il a moins de mérite que quelqu'un qui fait de son mieux, qui fait des efforts. Donc c'est pour ça, je rentre souvent en polémique en formation, par exemple, avec les stagiaires ou avec d'autres coachs. On fait des classements tout le temps. Tu vois, dans la vie, rien qu'à l'école, on fait un classement par note. D'ailleurs, comme dit l'adage, si vous voulez pas que les jeunes trichent, sensibilisez plutôt à l'apprentissage plutôt qu'à la note. Ouais. Il y aurait moins de tricheurs. On est tout le temps dans le t'es premier, t'es deuxième, t'as fait combien, t'as fait troisième. Mais en fait, pour qu'il y ait un premier, pour que tout le monde gagne, il faut qu'il y ait des perdants. Et moi, je suis désolé, un gamin qui s'est entraîné, qui a été et qui est meilleur que ce qu'il était la dernière fois, lui, il a gagné, en fait. Donc, en fait, la performance, elle est intrinsèque, elle est évaluable de ce qu'on était capable de produire à ce qu'on a produit. Quand on fait... Moi, je serais pour un système de compétition où tous les enfants s'affrontent, parce qu'il faut une confrontation, mais pas de classement. Voilà, tous les enfants se sont affrontés et à l'issue, on donne une médaille à tout le monde.
Et puis on fait un goûter et puis on rentre. Jusqu'à un certain niveau. Jusqu'à un certain niveau, parce qu'après, on va parler, encore une fois, de performance, on va parler de titres, et c'est ce qui donne finalement l'intérêt au sport. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose, mais en tout cas, voilà, la société dans laquelle on est aujourd'hui met l'accent sur encore une fois j'allais dire le ranking, le classement, mais c'est vrai que tu vois souvent ce qui est une des dérives notamment, c'est quand tu vois sur les réseaux sociaux par exemple quelqu'un qui a gagné, qui dit voilà super, je finis vice-champion du monde, merci tous ceux qui m'ont aidé, etc. Sauf que les gars il va bien volontairement oublier de dire que c'était en ceinture blanche, Master 12, et qu'ils étaient 2 dans la catégorie, qu'il a perdu son combat en fait. Donc il va te dire vice-champion du monde. Sauf qu'en fait, défaite au premier tour. Mais il a honte en fait de dire ça. Donc il veut dire qu'il est vice-champion du monde. Ça, franchement, ça n'a... Je sais pas, mais pour moi, c'est ridicule, en fait. C'est ridicule. Après, c'est symptomatique d'une époque où on est valorisé par rapport à ce qu'on montre. Exactement. Tu vois, et on n'est pas valorisé par rapport aux efforts qu'on fournit. Et c'est ça. Donc, c'était... moi, je pense que c'est la différence entre la différence entre le résultat et le contenu, en fait. Il y a une vraie différence entre les deux, entre ce que tu vas produire et le résultat qu'on va avoir, parce que le résultat, c'est un chiffre, c'est un classement, encore une fois, mais c'est pas révélateur. Qui veut pas forcément dire que il y a eu des efforts fournis ou des gros efforts fournis. Exactement. Moi, je te rejoins sur l'approche de dire jusqu'à un certain âge qu'il n'y ait pas de podium, qu'il n'y ait pas de classement, parce qu'on va plutôt chercher le développement d'aptitudes, on va plutôt chercher le plaisir. Il ne faut pas oublier le plaisir. Même dans la performance, il faut que les enfants aient du plaisir. Et qu'à partir d'un moment donné, je pense aussi que la performance et la pression de la performance, elle est bénéfique. Elle est bénéfique même pour des enfants, comme on en discutait tout à l'heure. Le fait de forcer ces enfants à faire quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire, soit nous en tant que coach, soit nous en tant que père, ou de grands frères, ou d'éducateurs ou quoi, il faut qu'on le fasse. Parce que on sait qu'ils ont besoin de quelque chose, et le moyen de leur faire acquérir ce trait de personnalité ou cette force, ou de combattre cette faiblesse, c'est de les forcer à faire quelque chose. Et je pense que dans la recherche de performance, il y a ça. Il y a ça qui est bénéfique. Mais attention, je mets un astérisque, c'est pas pour tous les enfants. Il y a des enfants pour qui la performance, la recherche de performance uniquement, ça risque de les abîmer en fait. Et je pense que c'est là que, en tant que père, en tant que coach, en tant que responsable, il y a aussi le bien cibler, bien comprendre. Tu vois, les enfants qu'on a en face de nous et les athlètes qu'on a en face de nous. Ouais, mais complètement. Après, sur cette recherche de performance, et comme je disais tout à l'heure, la performance, elle est propre à chaque individu. Quand encore une fois, j'ai bossé pour avoir quelque chose, mais si l'objectif c'est d'avoir la médaille, très vite tu dis pour le gamin par exemple qui a bossé pour avoir la médaille et il n'a pas la médaille, il est déçu. Il se dit moi j'ai bossé pour rien. Sauf que non, en fait, t'as pas bossé pour rien, parce que, encore une fois, si tu t'étais rencontré il y a 3 mois, tu te serais battu. Et c'est là, en fait, où l'aspect pédagogique du coach vient rentrer en ligne de compte. Et puis après, ouais, forcément, tu vas avoir sur cet aspect performance, cet aspect entraînement, sur cet aspect rigueur, tu vas avoir des compétences qui vont se développer, notamment les compétences de combativité. Et puis, tu en as d'autres pour qui ça ne fonctionnera pas. Ils n'en veulent pas. En fait, c'est un aspect mais il faut accepter ça. Souvent, l'enfant, lui, il accepte ça. C'est son entourage qui ne l'accepte pas. C'est souvent le papa ou la maman qui dit qu'il le ramène et qui veut que ce soit le futur Teddy Riner ou un truc comme ça, et qui dit ouais, non, mais moi, mon gamin, il faut le secouer, il faut qu'il machin.
Bah non, peut-être qu'il est fait pour autre chose en fait. Et ça sert à rien de forcer. Alors, on peut développer certaines qualités, mais ça ne deviendra jamais une teigne comme. Et puis, après, il y a plein de paramètres. Il y a l'environnement social aussi qui fait que bah, tu as des gens, ils sont plus amenés à être combatifs que d'autres parce qu'ils n'ont pas le choix, en fait, tout simplement. C'est le cas des Brésiliens, par exemple. Par exemple. On avait vu, nous, en compétition, un Brésilien, un enfant, il pleurait. Il disait, mais moi, j'ai tout sacrifié pour être là, je peux pas perdre. Ouais. Parce que pour eux, c'est pas juste un titre. Ouais. C'est pas folklorique, en fait. C'est une option de vie. Tu vois, c'est une option de vie. Donc, évidemment, les enjeux sont pas les mêmes pour tout le monde. Mais pour toi, par exemple, qui vient d'une formation qui était très performance, très compétitive, à quel moment tu fais le switch, en fait? À quel moment tu dis, bon, dans mon coaching, je suis coach maintenant, je vais pas rechercher que ça. Est-ce que tu as eu une expérience qui t'a marqué, quelque chose qui a fait bouger ta ligne? En fait, j'ai pas vraiment changé dans cette approche, mais c'est mon approche avec les gens, en fait, qui a changé. Si tu veux être... là, on va parler chez les adultes, mais chez les jeunes adultes, parce que je fais aussi la différence avec les masters. Ouais. Mais si tu veux performer, si tu veux vraiment aller chercher des titres, si vraiment voilà, ton projet, c'est celui-là, il faut que tu sois prêt à accepter plein de choses. Il faut que tu sois prêt à être rigoureux, il faut que tu sois prêt à être là tout le temps, il faut que tu sois prêt à peut-être faire l'impasse sur les tacos, il va falloir faire l'impasse sur plein d'autres choses. C'est un contrat moral qui est passé avec les compétiteurs. Pour les autres, il n'y a pas de souci. Vous venez, c'est comme chez une célèbre marque que j'ai pas envie de citer. Ouais. Venez comme vous êtes, en fait. Donc, moi, mes attentes en tant que coach, elles sont pas les mêmes en fonction des différents profils que j'ai dans la salle. Par contre, les compétiteurs, ouais, j'ai cette exigence avec eux. D'ailleurs, je suis beaucoup plus dur avec eux. Mes relations sont peut-être un peu plus conflictuelles avec eux qu'avec les loisirs. Parce que, encore une fois, le loisir, il vient pour passer un bon moment. Et puis, voilà. Le compétiteur, c'est terrible ce que je vais dire, mais il vient pas pour passer un bon moment. Il vient pour performer. Ouais. Alors après, est-ce que c'est de la reproduction de... Je pense pas. Je pense que moi, j'ai accepté ça du temps d'Hakim parce que c'est ce que je venais chercher. Et j'estime aujourd'hui que quelqu'un qui veut performer, il doit en fait s'investir de cette manière-là pour faire perdre de temps à personne déjà et pour être honnête avec lui-même. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un sport où c'est très facile. Enfin, c'est très facile quand on a les moyens. C'est très facile d'aller s'aligner sur certaines compétitions un peu prestigieuses, etc. Et rapidement aller performer, prendre des titres. Sauf que en fait, si déjà d'une part, si t'as pas les moyens, tu peux pas aller t'aligner sur certaines compétitions, et d'autre part, si tu vas pour faire le beau, juste pour aller prendre une photo et dire que t'as fait telle ou telle compétition, c'est enfin voilà, moi je le conçois pas de cette manière-là. Les gens qui me disent, moi j'ai fait cette compète pour me faire plaisir, ok, donc t'es un loisir, t'es pas un compétiteur. Et ça, c'est quelque chose que toi t'acceptes en tant que coach, c'est-à-dire te dire, ils sont là, c'est des loisirs. Ouais, parce que comme je t'ai dit, c'est une orientation qu'on a appris et ça fait partie on parlait de micro-collectivité tout à l'heure. Le célèbre adage, faut tout pour faire un monde, mais dans un club, il faut tout pour comment dire, pour susciter je veux pas dire susciter des vocations, mais pour créer des opportunités, des envies. Par contre, j'ai expérimenté plusieurs choses, tu vois, et je pense que la ligne de conduite qui est imposée aux compétiteurs, elle doit être imposée à l'ensemble des pratiquants, mais pas avec le même niveau d'exigence. Tu viens à l'heure pour tout le monde. Tu respectes le silence des explications pour tout le monde. Tu te donnes lors des sparring, alors à des niveaux qui te sont propres, mais pour tout le monde. Et ça, en fait, ça a le bénéfice l'avantage de
faire progresser les compétiteurs et de faire progresser également les gens qui sont en loisirs. Si on s'aligne du côté des loisirs en disant c'est détente, on a expérimenté ça marche pour personne. Bon, pour les compétiteurs, c'est une catastrophe. Et pour les loisirs, ils ne progressent pas non plus. Donc, je pense que oui, il faut garder la ligne directrice qui est la rigueur pour les compétiteurs et savoir être mesuré dans les attentes qu'on a envers les loisirs. Mais je pense qu'on peut faire les deux. Je pense que c'est aussi une responsabilité. Comme on l'a expliqué au début de notre discussion, c'est qu'il y a, voilà, quand tu décides de faire un club tout public, donc et loisirs et compétiteurs, eh bien, tu acceptes, tu prends aussi un engagement des avis des gens qui prennent une adhésion chez toi et qui n'ont pas envie d'être compétiteurs. Et donc, tu ne peux pas les traiter différemment ou les négliger parce qu'ils ne répondent pas aux critères que toi, tu aurais eu envie d'avoir. Tu vois ? Et que du coup, c'est un respect déjà pour ces adhérents-là, et c'est de la part du responsable du club et du coach, une responsabilité qu'il a de respecter cet engagement-là. Tu es venu, je t'ai accepté, je te donne ce pourquoi tu es venu. Ouais. Tu vois ? Et surtout, ils payent les gens. C'est ça. Tu vois, ils payent parce que souvent c'est quelque chose qui est un peu tabou, etc. Mais un compétiteur, il te coûte de l'argent. Ouais. C'est le compétiteur qui te coûte de l'argent. Plus qui te rapporte. Même. Le loisir, il est là, il te rapporte de l'argent et il est tout le temps content en plus. Ouais. Donc, tu vois, c'est vraiment pas le plus relou. Il est là, il passe un bon moment, il fait partie de l'équipe, il vient en compétition, il supporte les gens qui sont sur le tapis. Et il participe aussi à une... alors pour certains qui sont très investis dans le club ou moyennement investis, ils participent à la dynamique. Après, tu as des consommateurs. Ouais. Après, j'en ai aussi. Tu as des gens, ils viennent au début de l'année, ils payent une cotisation, ils s'entraînent, c'est tout. Ouais. Voilà. Donc, il faut accepter ça aussi. Donc, à partir du moment où les gens viennent et jouent le jeu et suivent le règlement, il n'y a pas de souci, chacun a sa place, quoi. Et comme tu as dit tout à l'heure, tu as utilisé le terme de collectivité. Le club, c'est une mini-collectivité où tout le monde a son rôle à jouer. Et il y en a qui seront des très bons loisirs, qui seront des bons sparring pour les compétiteurs, qui seront des gens qui vont soutenir. Que quand tu auras besoin de porter des cartons ou des podiums pour monter ton événement, c'est pas ton compétiteur qui va le faire ça. Non. C'est d'autres gens qui ont un autre apport dans ta micro-société de ton club, tu vois, qui permet, et tout ça, ça contribue à quoi ? À permettre à tes champions de performer. Ouais. Tu vois ? Bien sûr. Pour les uns, il y a le sentiment d'appartenance. Ils ont aussi l'impression de partager les victoires des compétiteurs, et c'est pas qu'une impression. Ouais, ils sont partie prenante. Partie prenante, exactement. Et les compétiteurs, il y a une certaine valorisation aussi du fait que ils sont là. Je vais pas dire, ils sont pas mis un peu sur un piédestal, mais si ils sont un peu valorisés. Ah, regarde, c'est lui, il a gagné telle compète, il s'entraîne dans mon club, je m'entraîne dans son club, c'est une certaine fierté aussi. Ouais, c'est mon pote, je le connais, il est très très bien. Ouais. Mais voilà, donc c'est du gagnant-gagnant en fait. C'est ça. Et c'est pour tout club. Ça me fait penser des fois au niveau de sacrifice même de certains non-compétiteurs ou non-compétitrices. Nous, par exemple, quand on est en période de prépa avec des compétiteurs, ils vont s'entraîner tous les jours. Eh bien, il y en a qui viennent, qui ne sont pas sélectionnés pour ces compètes et qui s'entraînent tous les jours avec eux et qui vont à la guerre avec eux tous les jours. Ouais. Et eux, ils n'auront pas de médaille. Non. Pourtant, ils sont là comme les autres. Ils sont là comme les autres. Moi, c'est quelque chose vraiment... C'est des profils qu'on aime valoriser et qu'on aime valoriser parce qu'ils méritent cette valorisation-là, en fait. Ils n'auront pas de podium, ils n'auront pas de médaille. Mais si celui qui fait la médaille et le podium, il a pu le faire, c'est parce qu'eux, ils ont été présents tous les jours pour tourner avec lui. C'est sûr. Tu vois. Et c'est hyper, c'est ce qui fait encore toute la richesse de ces clubs-là, parce que chacun il exploite son potentiel et chacun il peut contribuer en fait à une performance collective. Il y a quelque chose qui revient souvent, Kader, quand tu parles du jiu-jitsu, etc. C'est l'importance pour toi d'avoir des compétitions gratuites. Ouais. Tu insistes beaucoup sur ça. Ouais. Pour toi, c'est important. On sent que c'est quelque chose qui est important. Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi d'offrir ce cadre-là? Parce qu'aujourd'hui, tu es formateur au sein de la fédération, donc la CNSG. Donc, tu fais partie de la fédération. Donc, à quel moment, toi, tu es rentré dans cette fédé et c'est quoi ta vision, en fait, de tout ça? En fait, quand je suis arrivé dans le jiu-jitsu, donc on participait à des compétitions en freelance.
Donc, il fallait payer à chaque fois ta participation. Au début, je me posais pas trop de questions. Et puis après, au final, je me suis dit, mais quand je jouais au foot, je payais pas à chaque match. Quand je combattais en boxe, je payais pas à chaque compétition. Pourquoi là, on me demande de l'argent à chaque fois? Et après, tu fais le lien avec le fonctionnement fédéral. Tu dis, mais bon, après, comme n'importe quel sport, il faudrait qu'on prenne une licence et puis qu'au moins on ait accès à un circuit qualificatif avec des titres, etc. Ce modèle-là, je l'ai pas retrouvé. Je l'ai retrouvé au début à la CFJJB. Et puis après, très vite, on est repassé à la participation pour les compétitions. Et puis après, moi, quand on s'est rapproché c'était le CNG à l'époque avec William, moi, je portais cet idéal-là, c'est-à-dire développer un système fédéral où pour les adultes, mais surtout pour les enfants, tu prends une licence en fait et tu as au moins 4-5 compétitions qui te sont proposées dans l'année, sans parler d'un circuit qualificatif, etc. Parce que ça, c'est très important pour moi aussi. On a été confronté à plein de problématiques. Et il y a plein de choses en fait il y a plein de choses qui sont apparues, soit des guerres d'ego, soit des puristes qui voulaient absolument pas changer certaines choses. Mais je pense qu'on a perdu de vue l'intérêt commun. Aujourd'hui, on se trouve dans une situation où il y a des gens qui sont à la CFJJB. La CFJJB qui fait du très bon travail. De belles compétitions. Hein. Ouais, qui font des belles compétitions, qui ont une belle structure, une belle structure organisation, une belle organisation au niveau du territoire. Par contre, moi, je m'y retrouve pas sur le niveau, sur le système fédéral, au niveau des participations aux compétitions. C'est pour toi que tout le monde n'a pas accès parce que les tarifs aux compétitions sont trop élevés et que ça écarte une certaine partie des pratiquants? Ouais, je trouve qu'en fait, on a importé des choses du système américain ou brésilien qui sont pas forcément les meilleures. C'est-à-dire que cet aspect financier-là, je pense qu'on aurait pu le laisser de côté par rapport au modèle de fonctionnement qu'on a aujourd'hui. La plupart des académies que tu as au Brésil ou que tu as aux États-Unis ou que tu as à travers le monde d'ailleurs sont des académies privées, donc avec des chiffres, des tarifs d'adhésion qui sont relativement élevés. Au niveau français, on a la chance de fonctionner avec les collectivités territoriales et avec ce système associatif qui fait que on peut proposer des tarifs défiant toute concurrence. Donc du coup, on peut revêtir ce caractère social et cette fameuse phrase du jiu-jitsu pour tous. Ouais. On peut plus facilement la mettre en application, sauf qu'on ne le fait pas. On ne le fait pas et moi, ce que je regrette, c'est que c'est pas forcément les meilleurs aujourd'hui qui performent sur les podiums. Donc après, je te parle des gamins qui sont un peu plus vieux et des adultes, mais ce sont ceux qui peuvent aller en compétition. Ouais, qui ont plus de moyens. Exactement. Parce que pour mettre en perspective sur les deux modèles, en fait, c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre le modèle américain d'académies en fait, qui sont des business. Ouais. Ça veut dire ceux qui font des académies aux États-Unis, ils posent de l'argent, ils investissent, c'est leur métier. Ouais. Et ils posent beaucoup d'argent. Ouais. Et donc, ils peuvent perdre. D'accord ? Donc, il y a tout un enjeu économique autour de ça qui fait que les cotisations sont plus chères, qu'on valorise ces athlètes, qu'on investit sur ces athlètes, etc., etc. C'est un vrai business. À l'inverse, ou du moins différemment, nous, en France, on a des structures associatives où on a des... Par exemple, là-bas, pour avoir une salle, ils payent, soit ils achètent la salle, soit ils louent. Nous, on a des salles de municipales qui sont mises à disposition, donc on a des frais en moins, donc il y a moins d'enjeux économiques, ce qui nous permettrait d'avoir un circuit de compétition qui soit beaucoup plus accessible. Bien sûr. C'est ça. Et ce que tu regrettes aujourd'hui, c'est que ça se perd en fait. Mais ça se perd, mais non seulement ça se perd, mais en plus, c'est plus une priorité. Encore une fois, quand on a rejoint ça a changé plusieurs fois de nom, c'est CNG. Moi, c'était mon objectif principal en fait. C'était que enfant, adulte, tu prends ta licence
et tu combats. Alors après, oui, s'il y a des Open qui sont organisés par des clubs et qui, comme nous on l'a fait avec Spirit et qu'on continue à le faire avec Spirit, que nous ça nous permet d'avoir une rentrée d'argent pour pouvoir payer les déplacements, etc. de nos compétiteurs et de rémunérer nos professeurs, de défrayer plutôt, Oui. parce qu'on ne les rémunère pas. Ben, en fait, on est sur un modèle qui est plus juste en fait que de se dire bah non, en fait, si tu veux faire ça faut payer, puis si tu veux faire telle compète faut payer, puis si tu veux te qualifier faut payer. On s'y retrouve pas, et je pense que ces disparités ont un impact direct sur la pratique, parce que en fait quand t'es un gamin, quand t'es un parent pardon, et que t'as 3-4 enfants dans le club et que la compétition elle coûte 40 €, Ouais. tu multiplies tout par 4 en fait. Et quand souvent c'est des familles qui sont juste, et du coup, soit il y en a qu'un qui fait et les autres font pas, ou soit personne fait. Et quand tu fais pas, forcément le gamin il perd de la motivation. Et quand il perd de la motivation, il fait plus. Et puis ça prive de tous les apports qu'il y a derrière ces événements-là, ces compétitions, ces entraînements, etc. Et est-ce que tu penses pas que, parce que moi je suis évidemment avec toi sur l'aspect social, hein, je suis totalement en phase. Maintenant je me dis, même si moi je me retrouve pas là-dedans personnellement, mais je pense qu'il en faut pour tout le monde. Est-ce qu'il peut pas y avoir 2 circuits parallèles qui répondent à des objectifs différents, avec des contraintes différentes, tu vois, c'est-à-dire peut-être avoir des compétitions moins liftées, moins belles, avec des moins belles médailles, mais qui soient accessibles parce qu'elles sont sur un circuit moins lucratif, tu vois, et que voilà, je pense qu'il peut y avoir 2 circuits parallèles qui évoluent. Ça peut. Moi, après, ce qui va me déranger, au-delà de l'aspect médaille et compétition un peu plus sexy que d'autres, c'est les titres, en fait. Ce qui me tient à cœur, c'est vraiment, j'aurais vraiment voulu voir apparaître un système où, comme dans toutes les autres disciplines, en fait, tu as un circuit qualificatif départemental, régional, national, international, pour pouvoir avoir une sélection légitime, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, sur les sélections, c'est un peu compliqué. Alors moi, je peux plus te parler des compétitions CNSG ou des qualifications CNSG parce que j'ai travaillé là-dessus. On a dû mettre en place des critères de sélection, sachant que on n'a pas beaucoup de monde. Et en fait, quand tu essayes de sélectionner, de mettre des critères pour que tout le monde y trouve son compte, et que ce soit le plus justifié et justifiable possible, quelqu'un qui fait champion de France dans une catégorie où ils sont 2, ça veut rien dire. Ça veut pas dire qu'il est fort, ça veut pas dire qu'il est pas fort. Ça veut rien dire en fait. Donc on a dû mettre en place un système où il fallait être au moins 8 par catégorie. Ça te fait faire au moins 3 combats. Donc voilà, il y a tout un tas de stratagèmes, je ne vais pas dire stratagèmes, ça fait un peu bizarre, mais d'exigences qui ont été mises en place. Malgré ça, il faut quand même penser à la suite, quoi. Il faut vraiment penser à se dire pourquoi ça prend pas, et pourquoi on peut pas faire, pourquoi on fait pas autrement. Donc après, ça, c'est des réflexions qui sont en interne. Mais voilà, en tout état de cause, aujourd'hui, moi, je regrette qu'on n'ait pas et à la CFJJB et au CNSG, parce que je trouve ces 2 organisations respectables qui poursuivent des objectifs qui leur sont propres. Ce système de qualification qui fait que voilà, une fois que tu as ta licence, tu as une compétition au niveau départemental, une autre régionale et au niveau national si tu es qualifié. Et puis après voir plus si affinité, mais voilà. Mais si on avait tout ça, Kader, qu'est-ce que toi tu vois comme débouché? Voilà, un jeune qui fait champion de France, sachant que après, au-delà du circuit français, il y a une rupture parce que c'est d'autres fédés. Ouais.
vraiment au niveau, vraiment au-delà de la performance, d'être champion du monde, champion d'Europe, etc. Sur le développement des enfants, c'est-à-dire des enfants qui, comme tu en as, qui ont fait 10 ans avec toi, 12 ans, qui font ça en plus de leurs études. Qu'est-ce que tu vois, toi, comme possibilité, comme perspective, pour que tous ces efforts, ces années de pratique, toute cette science accumulée aussi de la relation humaine, du sport, de la technique, etc., quels seraient les débouchés pour toi? C'est-à-dire si, oui, ok, on a des enfants champions de France. Ouais. Ok, comment ils vivent de ça? Ils en vivent pas. Est-ce que pour toi c'est possible? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que nos jeunes athlètes qui arrivent à un niveau national puissent se dire je veux continuer dans le jiu-jitsu et je veux contribuer socialement, je veux contribuer sportivement toute ma vie là-dedans? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a la réalité du moment. La réalité du moment, c'est que aujourd'hui, tu n'as aucune possibilité. Alors, je te dis ça, mais peut-être par l'intermédiaire de la CFJB avec la relation avec le judo, et ça, je ne maîtrise pas, d'avoir accès au statut de sportif de haut niveau. Il en était question à un moment donné avec le CNSG et la FFL. Je ne sais pas où en est le dossier. Fédération française de lutte. Fédération française de lutte. Je ne sais pas actuellement où en est le dossier. Ça, à court terme, j'ai envie de te dire, c'est peut-être la première possibilité qu'il y avait. Alors après, te donner le statut de sportif de haut niveau, c'est pas une finalité, mais ça te donne des facilités pour accéder à certains cursus de formation, pour certains concours, etc. Ça peut être intéressant. Toujours dans un souci d'accès à l'insertion professionnelle derrière. Demain, si d'aventure on arrive à se structurer et qu'on... Soyons rêveurs. Arrêtons d'être pragmatiques. Soyons optimistes. Demain, si on arrive à monter quelque chose d'intéressant, avec encore une fois le petit circuit qui va bien, avec une structure fédérale solide et qui répond aux besoins de l'ensemble du territoire, un titre de champion de France, et ben ça sera au même titre qu'un champion de France du lancer de javelot ou un titre de champion de France de judo. Pas grand chose. Voilà. Ça, c'est la réalité du sport en France. Il y a des débats en ce moment, enfin c'est des vieux débats, mais ça a été mis sur le devant de la scène avec Florent Manoudou qui disait que la France n'était pas un pays de sportifs. Et moi, je le rejoins. En fait, c'est pas qu'on ne fait pas de sport en France, c'est que le sport en France, il n'a pas la place qu'il a dans d'autres nations. Alors après, voilà, on va pas faire de la géopolitique, mais c'est souvent un outil de propagande aussi dans certaines grandes nations qui s'en servent pour asseoir leur notoriété. Mais la réalité, c'est que aujourd'hui, un sportif en France de haut niveau qui performe au niveau national et même au niveau international, il n'y a pas tant de débouchés que ça, à part avoir un management d'heures à la RATP ou que sais-je, ou travailler être embauché dans une collectivité, ou voilà, il y aura toujours un arrangement sur un boulot, un arrangement sur une orientation. Mais la vérité, c'est que si t'es pas joueur de Ligue 1, voire de Ligue 2, ou rugbyman ou tennisman, basketteur à la limite, il y a pas grand chose, quoi. Il y a pas grand chose. Demain, pour pouvoir vivre du jiu-jitsu, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait que déjà le jiu-jitsu il ait une renommée internationale hyper importante, parce que la réalité, c'est que les seuls qui arrivent à vivre correctement du jiu-jitsu, ce sont les gros champions brésiliens qui ont des académies et qui vivent à travers leur académie. Parfois aux États-Unis. Souvent aux États-Unis, tu as raison. Parce qu'il y a un autre, on revient à l'autre modèle en fait. Ouais. On revient à un modèle qui est basé sur la capitalisation. Et je pense qu'il y a une chose aussi moi je pense, je suis un peu plus optimiste que toi sur ce coup-là. Je pense que quand je parle de réussir ou de faire sa vie dans le jiu-jitsu, je parle pas forcément d'être riche. Ouais. Je parle de pouvoir autour de cette pratique-là
avoir une vie, pouvoir payer ses factures, pouvoir s'épanouir, et économiquement, mais aussi socialement, tu vois. Avoir un métier qui nous plaît, dans lequel on profite aux autres, etc. Je pense que le champ de l'associatif, tu vois. J'en étais là. Hein. Ouais. Je n'étais même pas à payer l'ISF. Hein. Ouais. Non, parce que bon, les références aux US, je pense qu'ils payent bien l'ISF, même si eux, ils en ont pas, mais ils font beaucoup d'argent, mais parce que la base, tu vois, la structure même du projet, c'est pas la même. Ouais, c'est sûr. Et je pense qu'on a autre chose de notre côté. Moi, par exemple, comme toi, tu dois connaître déjà, mais dans le milieu du pied-point, par exemple, voilà, j'ai un ami, il est 10 fois champion du monde. C'est comme s'il avait rien fait, quoi. Voilà. C'est ça qui est triste, c'est-à-dire qu'on a des gens des hauts potentiels, mais parce que je pense qu'il y a un travail à faire aussi de notre côté, et nous-mêmes déjà chez les enfants, de valoriser en fait l'expérience. Tu vois, la différence quand tu prends des grands athlètes qui ont travaillé sur leur image, qui ont travaillé sur leurs accomplissements, et ceux qui ne l'ont pas fait, eh bien ça détermine, parce qu'après ça t'ouvre d'autres débouchés. Tu vois, c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi tout un travail à faire d'accompagnement de nos athlètes, de nos jeunes athlètes qui veulent performer là-dedans, qui deviennent champions du monde, qui deviennent champions d'Europe, qui deviennent champions de France, tu vois, de les accompagner aussi à être entre guillemets des entrepreneurs, tu vois, c'est-à-dire voilà, prépare-toi, comment on gère une académie, comment tu mets en avant tes accomplissements, comment on communique, comment on gère, comment on construit un cursus, tu vois. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire aussi à notre niveau pour que ça développe des compétences et qu'eux, ils puissent se développer, tu vois. Mais là, ça, j'en suis convaincu par contre, tu vois. La réponse que je te faisais, elle était purement sportive. C'est-à-dire que en termes de titres, en termes de renommée, en termes de débouchés, pour moi, c'est l'équivalent de pas grand-chose. Par contre, c'est vrai, développer des compétences pour les gamins à l'intérieur des clubs, et ça revient complètement avec... tu sais, il y a... je crois que c'est... je sais plus c'est quelle académie en Belgique qui fait un travail extraordinaire. Je me rappelle plus du nom de l'académie, mais et ça fait très, 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 très longtemps qu'ils sont là-dessus. Ils ont mis l'aspect socio-éducatif en priorité. Ils ont misé là-dessus. Et je suis très admiratif de leur travail parce qu'ils arrivent vraiment à faire quelque chose de super intéressant. Et moi, je suis convaincu que eux, ce qu'ils font, c'est beaucoup plus intéressant que des académies qui forment des champions. Je pense qu'ils forment des futurs adultes et c'est plus intéressant, enfin c'est plus important à mon sens que de former des champions. Parce que forcément, les champions, bah, t'en as peut-être un. Si tu peux arriver à former 50 adultes avec une tête bien faite et des principes bien assis, moi, je prends, en fait. Je préfère prendre cette option-là. Et c'est vrai que souvent, je me fâche avec beaucoup de... Enfin, je me suis déjà fâché avec... fâché, c'est un bien grand mot, mais j'ai eu beaucoup de divergences avec des parents parce que on se comprenait pas là-dessus, en fait. Voilà, le jiu-jitsu, t'as un gamin qui va gagner un titre de champion de France ou un truc comme ça, mais voilà, en ceinture jaune, en U9 ou en U11, ouais. Et donc, tu vois, il retourne à l'école, le gamin, donc ça sert à rien de s'enflammer. Ouais, mais peut-être que rien du tout, parce que même s'il devient champion du monde, allez, soyons fous, même s'il devient champion du monde ceinture noire, ok, bah, il va monter une académie, il va faire quelques stages par-ci par-là, potentiellement il peut avoir un peu de chance et s'expatrier dans un pays du Golfe, là où on a des moyens, mais ça va être un sur combien en fait, et franchement voilà. Moi je préfère faire le choix et je te rejoins sur le choix du pari éducatif derrière, sur le développement des compétences, plutôt que le choix de la performance, encore une fois, chez les gamins. Même si les deux sont possibles, mais que la proportion... Ouais, c'est ça. Pour clôturer, Kader, je voudrais juste revenir sur une petite anecdote. Donc, quand je t'ai proposé de faire ce podcast... C'est la question piège ou... Non, même pas. Hein. C'est juste pour... parce que ça m'a marqué, en fait. J'ai trouvé qu'il y avait un timing exceptionnel, en fait. C'est que je te propose le podcast, donc tu connaissais pas. Je t'ai dit, tiens, on fait un podcast, on parle de ci, on parle de ça. Et puis là, tu me dis... Ah non, mais là, c'est un truc de fou ce que tu me dis. Il me dit, hier, j'étais en train de parler avec des
avec des gars. Ouais. Hein, si tu peux nous raconter un petit peu le timing, quoi. Enfin, et dans quel état d'esprit tu étais, en fait? Je suis en pleine interrogation en fait sur le sens de ce que je fais, sur le club, les années que j'ai données au club. Je suis passé par plein de phases en fait. Et là, je suis dans une phase où je me dis mais il faut absolument que je redonne du sens à ce que je fais. Et que cet aspect éducatif qu'on a évoqué tout au long de ce podcast joue les premiers rôles en fait. Encore une fois, former des champions, peut-être que ça m'intéresse plus trop en fait. Paradoxal, hein. Ouais. Peut-être que former des champions, ça m'intéresse plus trop. Du moins chez les gamins. C'est plus facile chez les adultes parce que les adultes ils arrivent, ils ont leur propre discernement. T'as pas l'impression de les manipuler. Parfois, quand t'as un gamin entre les mains, tu te dis, mais attends, c'est moi qui veux ça ou c'est lui qui veut ça? Et la plupart du temps, c'est toi qui le veux, en fait. Parce que tu t'es conditionné, t'as un club qui veut faire des médailles. Donc, tu dis, bon, ok, s'il veut faire des médailles, il faut qu'il s'entraîne comme ça. Et puis, tu mets un petit peu la pression. Et puis, tu vas lui parler d'une manière un petit peu virulente. Et puis, machin. Puis, tu rentres chez toi, tu te dis, mais attends, mais n'importe quoi, en fait. Donc ouais, quand on discute de ça, je me dis mais c'est quoi la suite pour moi? Et je l'ai pas trouvé encore. Voilà, je suis vraiment dans le doute. Est-ce que j'arrête complètement en fait, ou est-ce que on change complètement la manière de faire? Parce qu'après, je suis pas tout seul dans l'histoire. Il y a William avec moi. Il faut qu'on en discute. Mais après, c'est vrai que moi, je passe beaucoup de temps avec les enfants. Je sais pas. Je suis vraiment en pleine interrogation. Et puis surtout, cet aspect socio-éducatif, social, vraiment qui fait que, en fait, j'étais confronté à une difficulté cette année. Il y a une jeune fille qui est dans la classe de mon fils et puis sa maman, donc elle s'entraîne au club et sa maman elle me dit ouais mais tu connais pas une association qui peut donner du soutien scolaire parce que la petite elle est en difficulté, etc. Et donc nous on travaille, je fais partie d'un réseau d'associations, donc elle est bien tombée, donc j'ai pu l'orienter. Mais je me suis dit, c'est dommage en fait que avant mon créneau que j'ai à 18h, je puisse pas prendre les gamins de 16h30 à 18h, faire les devoirs avec eux. Une fois qu'on a fini les devoirs, on passe au jiu-jitsu. Et ça, c'est un modèle, mais je signe pour 10 ans, quoi. Si je peux partir sur un truc comme ça, avec encore une fois, avec des sorties socio-éducatives, etc. derrière, je pense que c'est vraiment ça qui peut me donner la motivation. La compétition, je trouve ça tellement ingrat en plus. Tu vois, je sais pas si le jeu en vaut la chandelle, parce que comme tu le disais, en termes de débouchés, bon, ouais, ok, tu kiffes. Allez, tu kiffes 2 semaines, 3 semaines. Attention, il y a tous les apports, hein. Il y a tous les apports indirects. Oui, non, mais ça, hein. on est d'accord. Mais c'est vraiment, tu vois, voilà, je crois. Ça veut pas dire que tu fais une équipe de bisounours et que t'as pas envie non plus qu'ils s'éclatent sur des tapis et qu'ils aient des résultats. C'est pas ça le truc. Mais c'est plus la priorité. Et quand c'est plus la priorité et que c'est assumé et que c'est déclaré aux parents et que tu dis aux parents, attendez, écoutez, nous voilà, la priorité c'est ça. Ça sert à rien de nous mettre la pression pour que votre enfant voilà pourquoi il a fait 2e, pourquoi il a fait 4e, l'autre il n'était pas dans sa catégorie, l'autre machin, etc. Dès lors que l'intégrité physique du gamin et socio-affective elle est préservée, même pas préservée, elle est accentuée, j'ai envie de te dire, parce que c'est vraiment de ça dont on parle. Je pense que je serai dans mon rôle. Après le reste moi, je reste persuadé d'une chose, c'est que si demain, tu n'avais que des loisirs... Non, pas que tu commencerais à crier sur tout le monde, les gars, réveillez-vous. Non, pas que des loisirs. C'est pour ça que je te dis, l'idée, c'est pas non plus de faire une équipe de bisounours, mais c'est vraiment de se dire,
on peut faire les deux. En fait, on peut faire les deux. Mais surtout, je suis sûr que, encore une fois, cet aspect socio-éducatif, il est plus important que ce qu'on veut bien. On peut le faire. On peut le faire de manière... nous, on le fait déjà, tu vois. Mais il dit pas son nom. Et si demain, je peux organiser les choses pour que on ait plus ce volet-là et qu'on puisse plus mettre l'accent sur ce volet-là, je pense que je m'épanouirais plus, moi. Clairement. Je rigole parce que en fait, j'ai des images dans ma tête ou moi-même. Je pense que toi, c'est pareil. C'est des séances où tu dis, hey, les gars, moi, je rentre chez moi. Si vous voulez pas travailler, c'est fini. Tu vois. Et ça veut dire, voilà, il y a un juste milieu et je pense que voilà, c'est tout l'enjeu, c'est de réussir à mettre le curseur là où il faut. Ouais, mais t'as dit un truc important. T'as dit, si vous voulez pas travailler. Ouais. Et n'oublions pas que vous êtes là pour travailler, en fait. C'est ça. C'est pas parce que on est dans une approche loisir, encore une fois, que je suis... Alors moi, je suis pas animateur de centre de loisirs, je fais pas de la garderie, en fait. Donc, soit vous venez effectivement, vous travaillez, on travaille dans un cadre qui est, allez, on va dire ludique, tu vois, parce qu'on n'est pas non plus à la mine, mais on travaille quand même. Et de là découlent toutes les valeurs qu'on a abordées depuis le départ. On va s'arrêter là, Kader. Je te remercie infiniment vraiment pour ton temps, ta présence et les échanges très riches. Voilà, c'était pile poil, franchement, dans notre sujet. En tout cas, j'espère que ceux qui nous ont écoutés, ça vous a plu aussi, que c'est cohérent pour vous, tout ça, et que voilà, plus on évolue dans nos podcasts, plus on traite, on s'approche de ces thématiques et qu'on essaie de voir plus large que la simple performance, même si, et je pense qu'on l'a bien abordé dans ce podcast-là, les deux sont présents et doivent être présents, et que tout le monde a ses objectifs, tout le monde a ses qualités, tout le monde a ses défauts, et que l'objectif, c'est de réussir à faire cohabiter tout ça et évoluer tout ça. Pour ceux qui voudraient visiter Kader, c'est à Fontenay 94, la Spirit et la Team Spirit, et puis des événements aussi, des compétitions. Et puis voilà, c'est quoi les jours d'entraînement, Kader, s'il y en a qui veulent passer? Écoute, il y en a pas mal. Alors alors c'est le lundi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Alors après, pour les horaires, etc., regardez l'adresse mail ou appelez William. Tout le monde a le numéro de portable de William. Disponible sur les réseaux sociaux, sur le site. Très disponible sur les réseaux sociaux, William. Mais voilà, donc si le cœur vous en dit, venez, vous serez les bienvenus. Moi, je voulais te remercier parce que le podcast, pour le coup, et la thématique et le boulot que vous faites aussi avec les gamins, je trouve ça génial. Le fait de pouvoir s'interroger et se réinterroger sur nos pratiques comme ça. Je trouve que c'est bien, et je trouve que c'est justement cette approche bienveillante là qui fait que on arrivera à développer des choses intéressantes. Merci Kader, merci beaucoup. Je vous dis à très vite. On se retrouve le mois prochain, comme d'habitude, un podcast par mois pour parler du jiu-jitsu brésilien, des enfants et de l'impact social. Et portez-vous bien, à très vite. Ciao.